Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics et BD préféré pour une nouvelle émission du format Super Friends. C'est dans ce podcast qu'on va à la rencontre des personnes qui font vivre la pop culture, la culture bande dessinée par leur travail. Et vous le savez, de temps en temps, on aime bien un peu partir en dehors du côté purement comics pour aller interroger des auteurs de bande dessinée bien franco-belges, bien faites en France, bien qu'on peut parler comme ça sans avoir besoin de traduction. C'est quand même très agréable, surtout pour celles et ceux qui nous écoutent. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans le podcast monsieur Alexis Bachet. Salut Alexis. Bonjour. Est-ce que tu vas bien? Écoute, tout va super. Tu es ravi d'être dans ce podcast, je l'espère. Évidemment. Tu m'as dit en préparant cette émission que c'était vraiment le seul podcast en fait dans lequel tu voulais être, que c'était un peu ton life achievement, quoi. C'était celui-là. J'ai dit non à tous les autres. Hein. Non, et puis il y a longtemps qu'on devait se rencontrer et faire ça. Ça fait très longtemps pour le côté un peu insider. Ça fait pas mal de, je dirais au moins 2 ans que je te dis viens, faut qu'on fasse un podcast ensemble. Ouais. Puis la première fois où on s'est vu, c'était avec Sullivan il y a au moins une dizaine d'années. Non, pas une dizaine. C'était en 2018 quand j'arrivais sur Paris. 2018. Je venais d'arriver sur Paris. C'était l'été où effectivement. 7 ans. Ouais. Sullivan me traînait un petit peu pour me faire découvrir la capitale et ouais, on s'était vu sur une terrasse avec Ben Renoir à l'époque. Tout à fait. Les grands souvenirs. Tout à fait. Et voilà, donc on a mis 7 ans à faire un premier podcast ensemble. J'ai envie de dire, tout vient à point. À qui c'est attendre. Mais puisque c'est la première fois que je te reçois dans le podcast, est-ce que tu peux un petit peu te présenter à celles et ceux qui ne te connaîtraient pas? Comment est-ce que tu te résumerais? Moi, je suis auteur de BD. Je suis d'origine franco-italienne, pardon. Et j'ai fait l'école des Gobelins. J'en suis sorti diplômé en 2001. Et ensuite, j'ai travaillé un peu dans le dessin animé, mais en fait, je faisais ça vraiment en dilettante. J'avais des ambitions de cinéma. Et je m'y retrouvais pas trop en fait. C'était des périodes d'errance. J'étais plutôt dans le sport de haut niveau, donc rien à voir. Dans le taekwondo, non? Exactement. Je faisais des arts martiaux, je faisais du taekwondo. J'étais partenaire à l'INSEP pendant la préparation olympique de 2004, et ça a duré une petite dizaine d'années. J'ai pas brillé, très honnêtement. De toute façon, c'est pas joueur de foot. Il y a pas énormément d'argent à faire là-dedans, mais j'y ai passé beaucoup de temps. Et c'est vrai qu'à un moment, il fallait quand même que je me reconnecte à ma première passion. Et je me suis rendu compte que le cinéma, pour 1 milliard de raisons, ça serait compliqué, déjà parce que je regarde que des vieux films et que je pense que j'ai un côté complètement anachronique et obsolète dans mes goûts. Et en fait, je me suis remis dans la BD, qui était un de mes premiers amours que j'avais un peu délaissé depuis longtemps, qui me permettait vraiment de faire mon cinéma seul, tranquille, sans production, sans dépendre de personne, à la base de façon très underground. Et petit à petit, en fait, j'ai signé avec des éditeurs mainstream, assez vite d'ailleurs. En fait, j'ai eu de la chance, quoi. Est-ce que tu peux me rappeler un petit peu pourquoi ce premier amour pour la bande dessinée? Parce que quand on cherche sur le net ton nom, il y a quand même déjà pas mal d'interviews qui existent et effectivement tu ne taris pas de références et de dire tout ce que tu as lu notamment. Ouais, en fait moi j'ai une histoire familiale qui est un tout petit peu compliquée. J'ai des parents, une maman qui est toujours super et un papa qui était super, mais voilà, je suis un fils unique, gosse du divorce, des parents cadre supérieur, cadre moyen supérieur dans les années 70-80, donc qui travaillait beaucoup. Moi, j'ai grandi dans la loge de la gardienne, celle qui s'occupait de moi. Donc, j'ai grandi avec son fils, qui est vraiment mon frère de lait et qui est un vrai frangin, Jean-Pierre, que j'embrasse au passage. Et en fait, ce qui m'a vraiment éduqué, c'est pas l'école, c'est vraiment la culture dans son sens le plus large. Et pour moi, que ça soit des dessins animés, des bandes dessinées, des dessins sur les planches de skate, des films que même je voyais trop jeune et qui n'étaient pas destinés aux enfants. C'est vraiment ça qui m'a fait. En bande dessinée, je suis un enfant du franco-belge, Tintin, Astérix, tout ça. Grosse claque par tout ce qui est Franquin, Gaston Lagaffe, Spirou et Fantasio, donc les premiers. Et ensuite, en fait, moi je suis de l'époque de Strange, spécial Strange. C'est très présent pour moi. Le manga arrive bien après, en fait, parce que ma génération connaît le manga par Goldorak, c'est même pas le Club Dorothée, c'est Récréa 2. Ouais. Et en fait, j'avais accès à déjà beaucoup de cultures très variées, c'est-à-dire aussi bien les Strange que le franco-belge, que mon père qui me faisait voir les voyages de Gulliver de Fleischer, que des vieux films,
que même j'étais dans une famille où on me lisait les fables de La Fontaine illustrées par Gustave Doré, donc j'avais une sorte de tout ce qui était visuel était très important pour moi. Et je te dirais que je mets pas de hiérarchie entre Dostoïevski, même si je t'avoue que j'ai pas tout lu Dostoïevski, j'ai plutôt lu des passages en m'intéressant au sujet, mais je mets pas de hiérarchie entre ça et Hergé, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait il y a des moments pour tout, on te vulgarise des sujets, si des thèmes t'intéressent, tu vas les creuser, que ce soit dans la philo, dans des films, et donc voilà, donc je me suis vraiment fait à travers plusieurs cultures, beaucoup le comics, et en fait le comics a eu un impact assez bizarre, c'est-à-dire que évidemment Spider-Man, et avec les années, moi je tombe vraiment amoureux des X-Men. X-Men deuxième époque, Serval, Diablo, cette époque-là. Et évidemment, super fan de l'Araignée, de Daredevil aussi, les années Miller, l'Araignée, les années John Romita Jr. Et en fait, je grandis beaucoup aux États-Unis, c'est-à-dire je passe 1 mois ou 2 par an, tous les ans, de mes 3 ans à mes 15 ans à peu près. Ce qui pour un gosse est le rêve américain dans les années 80. Que ce soit les jouets, tout ça. Il n'y a pas Toys R Us en France. Quand je vais aux États-Unis, il n'y a pas un petit magasin de jouets, il y a des Toys R Us immenses. Mon père qui était quelqu'un d'assez tendu quand même, et détendu quand il est là-bas. C'est une sorte de bulle tous les ans, super. Alors j'ai pas mes potes, je suis dans une immense baraque avec une piscine, mais je suis Quand c'est ton American Summer. Ouais, puis surtout c'est mon paradis perdu, pour te dire, après la mort de mon père, à un moment je devais aller à San Diego et j'ai pas pu y aller, j'ai fait une crise d'urticaire géante, j'ai un vrai rapport bizarre. Et puis l'Amérique que j'ai aimée n'est plus, déjà c'était une certaine Amérique, qui était quand même les années Reagan, la consommation en outrance. Moi je regarde ça avec beaucoup de nostalgie, mais aujourd'hui avec un regard différent. J'en parle dans cette BD quand je parle de SeaWorld, où moi j'allais dans les parcs d'attractions avec mon père, c'était super et tout. Et tu découvres en 2010 Blackfish, le documentaire sur le sort réservé aux épaulards dans les parcs d'attractions. Donc je vois ça avec un gros regard. J'ai beaucoup été à New York, mais j'ai passé plus de temps sur la côte ouest. J'ai même vécu à San Francisco au début des années 2000. Et en fait, les États-Unis m'apportent un truc très bizarre, qui est que en fait, je veux voir des comics, et les comics, tu les achètes en fait à la caisse au 7-Eleven à l'époque, donc le petit supermarché du coin. Et en fait, je dis à mon père, attends, moi j'aimerais aller voir des comics, des magasins de comics, comme dans les films, comme dans ce que tu voyais, les films américains, Génération perdue et tout. Donc il regarde dans les annuaires et il m'amène dans les magasins de comics. Et là, moi j'ai 7-8 ans et je découvre du comics underground en fait. Donc je commence à voir des choses. Je me rappelle qu'à un des magasins, il y avait ce Disney Memorial Orgy de Wallace Wood, qui est une illustration, tu vois, avec un mec qui dessine trop bien, façon Mickey, en étant hyper modèle. Et c'est une sorte de partout, tout le monde se drogue et tout. Et en fait, mon cerveau, il comprend pas. J'ai toujours bien aimé ce qui était un peu sulfureux, ce qui était un peu transgressif. Donc, je développe aussi un goût pour un certain avant-garde, l'underground. Mais même sur même sur l'underground, je suis assez snob. Je traîne beaucoup à Pumba Poum. Et il me conseille énormément de choses. Et il y a plein de choses auxquelles je passe à côté parce que je suis extrêmement pénible dans mes goûts. Je partageais le même atelier que Hubert, le regretté Hubert. Et en fait, à chaque fois, on se taquinait parce que qu'est-ce qu'il était snob et qu'est-ce qu'il était chiant. Et en fait, à chaque fois, il me disait que j'étais snob et chiant. Et je me dis, qui parle? Et il y avait ce côté où effectivement, tu penses toujours être le détenteur d'un certain bon goût et du mauvais genre, alors qu'en fait, on a tous le nôtre. Et moi, j'adore des trucs hyper mainstream, mais en même temps, tu vois, j'aimais pas Friends. Pour moi, ceux qui aimaient Friends, c'est un peu mainstream. J'aime pas du tout le George Lucas-verse, quoi, tu vois, la Guerre des Étoiles, ça me parle pas du tout. J'ai bien aimé les films de à l'époque, mais dès que ça devient un peu trop galvaudé, peut-être, j'ai un petit snobisme à cet endroit. Et oui, pour finir sur l'Amérique, c'est sûr que l'Amérique d'aujourd'hui, de Trump et tout, me fait pas très envie. Il y a un super documentaire de Jean-Baptiste Aurey qui s'appelle We Blew It, qui explique comment les mecs qui à 14 ans allaient voir Easy Rider au cinéma. Donc la liberté, la drogue, tout ça, tout cet univers très post-Beat Generation, se retrouve à voter Trump dans les années 2017. Et ce documentaire, alors c'est un peu dense, c'est un peu, on pourrait même dire indigeste, surtout en lisant beaucoup ce documentaire. Il y a plein de références que j'avais pas parce que Jean-Baptiste Aurey, que je considère comme un génie, est très pointu sur ses références. J'ai pas maté tous les John Huston, quoi. Mais c'est intéressant l'analyse qu'il en fait, en fait, quoi, de voir comment tous ces épris de liberté tombent dans le populisme le plus
plus bêta, je sais pas le mot, quoi. Enfin, il y a plusieurs populismes, certainement, mais voilà. Et donc, j'ai un rapport très bizarre aux États-Unis. Ça fait 10 ans que j'y suis pas allé. J'ai toujours voulu vivre à New York. Et quand j'y étais, en fait, j'ai passé 2 mois il y a une dizaine d'années. En fait, j'étais content d'entrer. Justement, juste par rapport, pour rester un peu juste sur les États-Unis, les comics, tu ressens un peu une influence aussi de la bande dessinée américaine dans ta propre BD? Alors, dans ma BD, il y a 2 grands trucs. Il y a que, bon, déjà j'ai une influence manga, mais le manga, je l'ai plus découvert grâce au travail sur le patrimoine japonais, le magazine Garo, etc. C'est notamment avec le travail qu'a fait Stéphane Beaujean à Angoulême, qui a permis un peu, et puis le travail de Cornelius même, qui ont publié pas mal d'œuvres. Moi, c'est des choses que j'ai beaucoup lues. Et il y a notamment une grosse claque, c'est Kazuo Kamimura, le club des divorcés, celui qui a fait Lady Snowblood, qui est devenu ensuite Kill Bill. Je suis vraiment pas fan de Kill Bill. Par contre, Lady Snowblood, la BD, et encore plus le club des divorcés en termes de narration, c'est vrai que je suis complètement là-dedans. Mais je suis aussi dans RG, et je suis surtout dans un truc qui m'a vraiment animé, c'est que les Strange et les comics m'ont accompagné dans une fin d'enfance et un début d'adolescence extrêmement compliqué. Et il y a pour moi, les X-Men, ils existaient complètement. Avant l'interview, on parlait plutôt des avis qu'on pouvait avoir ou des pensées, même des fois politiques. Moi, les X-Men, ça m'a fait. Ça m'a vraiment fait. Et je pense surtout à un run. Alors, j'ai peur de dire des conneries si je dis nom des scénaristes parce que je les confonds toujours un peu. Mais il y a tout un run avec Tornade qui se rase la tête, qui en perd d'idéal. Ils s'embrouillent entre eux. En fait, ils perdent leur idéal. Et le professeur Xavier, en fait, qui se fait massacrer par des étudiants qui défend. Ceux qui disent dans les X-Men, non, maintenant on vit pour nous et on emmerde les humains. Ceux qui disent, non, en fait, nous on a des pouvoirs, donc on doit les protéger malgré eux. Et même s'ils nous détestent, quelles sont les limites de l'idéal? Et pour moi, la problématique, en fait, par exemple, du racisme, ces bouquins m'ont énormément parlé, des crises existentielles aussi, mais pour te dire, ça m'a parlé autant la façon dont c'est traité dans ce run-là, notamment sur le procès de Magneto à Paris, qui est complètement ouf, où en fait Magneto, par amitié pour Charles Xavier, accepte d'être jugé par les hommes, alors qu'il pourrait broyer le tribunal. Il est ouf ce run, quoi. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, des fois, je relis, je connais ça par cœur, et en fait, c'est difficilement lisible aujourd'hui, mais en fait, quand je les relis, je revois juste les images et je me refais le trip dans ma tête, et c'est des choses que j'ai lues 200 fois dans ma vie, et ça m'a autant nourri et fait me poser des questions dans ma tête d'enfant qu'un film sur le sujet qui m'avait beaucoup parlé, qui s'appelle Mississippi Burning, d'Alan Parker avec Gene Hackman et William Dafoe. Ça y est, j'ai une référence que je peux que je peux comprendre, mais parce que tu disais avant que tu étais un peu anachronique, c'est que si pour caricaturer, toi tu restes un peu dans les trucs, alors pas c'était mieux avant, mais tu te retrouves plus dans certaines formes de culture, en fait, qui ont un certain âge. En fait, après, il y a un truc, c'est que, tu sais, je voyais mon père m'expliquer que de mon temps, et là, vu que je vends 1 million de BD par pure gentillesse, je suis prof à côté. Non, j'ai un taf de prof à côté, et des fois, je leur dis de mon temps, et mais c'est vrai, j'ai l'impression d'entendre parler mon père, et en même temps, je vais sur mes 50 ans. Tu sais, ma mère, elle résume ça assez bien. Elle me dit, c'était pas mieux avant, mais c'est pas mieux maintenant. Il y a des trucs qui étaient mieux avant, et il y a des trucs qui sont mieux maintenant. Voilà. Ouais. Moi, j'avais 8 ans, je traînais dans la rue, j'allais m'acheter un Strange et je le disais sur un banc avec un paquet d'Haribo. J'ai un fils, quand il aura 8 ans, je le laisserai peut-être pas faire ça là. Pareil, un peu craignos à mon goût. De toute façon, il y a plus de Strange déjà. Donc, oui, il y a plus de Strange. Il y a plus trop de BD. Non, mais je le laisse, on est peut-être moins. En même temps, nous, on a survécu, mais peut-être que les dangers étaient pas. J'en sais rien, en fait, tu vois. En fait, j'en sais rien. Et j'ai pas envie de savoir. Tu te poses des questions. J'ai pas envie de poser ces questions qui m'angoissent. Je préfère me dire, non, mais attends, aujourd'hui, il y a plein de films que j'ai voulu voir pendant des années et aujourd'hui, je peux les voir, par exemple. Tu vois? C'est cool. Voyons les trucs positifs, tu vois. Et il y a un truc qui m'a vachement aidé à ça aussi. S'ils écoutent un jour, je les salue bien fort. C'est Dominique Bertaille, qui est un peu un mentor pour moi en BD, que j'ai rencontré dans l'atelier aussi, et Vince Roucher de Stanley Vince. Une putain de BD, non putain de télé, qui est une super BD de ouf, mais qui a fait plein de trucs, qui a fait des donjons,
Stan qui fait des illustrations avec des petits monstres super mortels. Mais je suis assez proche de Vince et c'est vrai que lui, c'est pareil, il a 10 fois plus de culture que moi, surtout les films de la Hammer, les runs de BD, tout ce qui est pulp, tout ça. On échange beaucoup et eux, il y a un truc où ils me font triper, c'est que les mecs, c'est un peu mes grands frères. Et en fait, quand ils voient une BD, même que ce soit un Johannet Pierre-Louis ou un vieux Creepy, tu vois, ils ont les gosses de gamins de 13 ans, de sales gosses qui lisent un truc qu'ils n'ont pas le droit de lire. Allons vers ça, plutôt que c'était mieux avant. Tu vois, moi, je suis prof et je vois que les gosses, il y a des trucs, je leur parle chinois, il y a des trucs, en fait, ils captent ce que je dis, ils se font, ah ouais, mortel. Mais quand je les intéresse pas, c'est peut-être moi qui arrive pas à les intéresser parce que, je suis un vieux con. Tu vois, j'étais un jeune con, je suis un vieux con. Il y a une sorte et t'es prof de dessin, là? Je suis prof, alors je fais plusieurs cours. Je suis prof à la Virtual Factory, une école de jeux vidéo, qui a vraiment été humainement mon gros coup de cœur parce que j'aime beaucoup les gosses là-bas. C'est des petites classes, c'est presque une structure familiale. Là-bas, je leur donne des cours d'anatomie, vraiment morphologie, de dessin, c'est presque du coaching. Et puis, je leur parle un peu de tout, quoi. Le cours, il est aussi prétexte à leur faire voir un peu d'illustration, à leur faire une culture de l'œil, à essayer de voir ce qui les intéresse pour essayer de leur expliquer d'où viennent les références, parce que des fois, ils captent pas que, t'aimes bien ça. D'accord, c'est Lovecraft. Alors, Lovecraft, ils connaissent un peu, mais ils vont pas forcément connaître Edgar Allan Poe. Puis aussi, tu vois, il y a des moments, tu leur fais découvrir Tron. Il y a ceux qui vont adorer le Tron de 84 et il y a ceux qui vont faire, ça vieillit, c'est trop vieux pour eux, tu vois. Mais l'essentiel, c'est qu'ils sachent que ça existe. Et je suis aussi prof à l'atelier de Sèvres. C'est avec eux que j'ai commencé. J'embrasse d'ailleurs Vincent Escrive et Olivier, qui sont vraiment, qui m'ont un peu donné ma chance là-dessus. Où là, je donne des cours de storyboard, je fais un peu de coaching en dessin, de décor, illustration et de chara design. Mais c'est des cours un peu prétexte, c'est-à-dire qu'en fait, tu leur expliques ce que tu sais en storyboard, ça prend pas non plus des heures et des heures. Après, c'est que de la pratique, tu les accompagnes et puis tu leur donnes un peu des sources, par exemple, qui connaissent Christopher Vogler s'ils veulent faire du cinéma, du scénario, qui sachent qui est James Cameron. Enfin, tu vois, par exemple, on est en école d'animation et des fois, sur une classe de 30, tu dis qui connaît Moebius et il y a 2 mains qui se lèvent. À notre époque, c'était pas le cas. Mais c'était notre époque, tu vois. Aujourd'hui, ils ont accès à tout et ils connaissent moins de trucs, mais ils sont peut-être plus aguerris sur d'autres choses. Ça, c'est pas à moi de juger. Moi, je suis payé pour leur transmettre ce que je sais et leur donner une forme d'éducation, d'instruction culturelle et un savoir-faire technique. Éducation, c'est pas mon taf non plus, quoi. Parce qu'il y a quelque chose qui m'avait un peu que j'avais bien noté dans les interviews que tu donnais, c'est que tu mâches pas tes mots en fait quand tu parles de culture, notamment pour dire qu'il y a des choses qui te plaisent ou d'autres qui te plaisent pas, et notamment quand ça te plaît pas, tu le dis. Et pour autant, t'as toujours aussi cette forme un peu d'humilité en disant mais c'est pas parce que je dis quelque chose que forcément ce que je fais c'est mieux ou que j'estime avoir plus raison que les autres. Qu'est-ce que tu penses un peu de la BD d'aujourd'hui, toi qui en fais depuis maintenant une 20aine d'années, et on va revenir après sur ton parcours. Alors en fait, tu vois, comme je dis, s'il faut dessiner comme Blotch, qui pour moi est un peu le GOAT, quoi, tu vois, s'il faut dessiner comme Blotch pour faire de la BD, on va pas en faire, quoi, tu vois. Maintenant, moi je vois des BD hyper bien dessinées, ça m'intéresse pas du tout. On va pas donner de nom, mais on parlait de quelque chose avant l'interview. Il y en a, ils sont trop forts, ils ont 20 ans de moins que moi. Moi, je veux dire, quand j'avais 30 ans, je faisais Bikini War, c'était un pulp underground, maladroit, puéril, pas terrible. Et que t'as auto-publié. Et que j'ai auto-publié, ouais. Après, on va dire, je suis sincère dans ma démarche, tu vois. En fait, souvent, c'est pris comme si j'étais prétentieux. Non, je suis pas prétentieux. J'ai des goûts un peu, peut-être, atypiques, qui viennent aussi d'avoir grandi entre la France, les États-Unis et l'Italie. Ça crée une sorte de différence, tu vois. Moi, ma maman, elle a toute sa vie, en fait, elle a voulu se débarrasser de son accent italien. Et être rital, aujourd'hui, tu dis rital sans problème, mais c'était extrêmement connoté et insultant à l'époque, en fait, dans les années 60. Non, mais moi, c'est du côté de mon père, mon père est italien, et donc oui, Tomasini, du coup. Ouais, donc, je pense que tu parles un peu? Non, parce que justement, il a pas voulu m'apprendre, et je me demande si c'était pas peut-être lié à une forme de honte. Il y avait un truc, l'accent de gêne de l'immigré, qui est très bizarre, parce qu'aujourd'hui, les gens mettent ça plutôt en avant. C'est plutôt cool de le dire, en vrai. Ouais, mais en fait, je sais pas, je t'avoue que moi, on m'a refusé ma nationalité italienne, je sais pas, la double nationalité, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? De toute façon, je suis pas un homme politique, c'est pas moi d'en juger. Moi, techniquement, je l'ai, mais ça n'a plus aucun impact dans ma vie.
En vrai, je recevais les courriers pour les élections du coup au domicile de mes parents quand j'étais gamin. C'était absurde. Enfin, gamin quand j'étais jeune adulte, quoi. Ouais. Mais une fois que ça s'est passé, enfin là, ils ont perdu ma trace et je sais pas. Mais par contre, tu peux là. Enfin, alors, je peux t'activer parce que moi, je suis confronté au problème. En fait, moi, je pourrais devenir peut-être italien du côté de mon père, qui l'était très peu. Mais du côté de ma mère, c'est compliqué parce qu'elle a voulu avoir la nationalité française pour voter Mitterrand dans les années 80. Et dans ces années-là, il y avait une loi qui faisait que si tu devenais français, tu perdais ta nationalité italienne. Donc moi, il y a interruption de la transmission. Donc de son côté, en fait, c'est dead. Alors que tu vois, c'est pas de mon fait. Et mon italienneté, je m'y suis connecté quand même beaucoup plus tard. Puis si je dois être très franc avec toi, j'ai passé beaucoup de temps en Italie, surtout ces dernières années, mais j'ai passé beaucoup plus de temps aux États-Unis. Je suis plus un gosse de Hulk Hogan, Randy Macho Man Savage, Michael Jackson, les jeux vidéo, la Californie, ce cinéma-là, Tony Scott, tout ça. Je suis plus un enfant de ça que d'un enfant d'Ettore Scola et du Fumetti. Et pourtant, t'en as lu aussi. Et de la même façon que tu lisais des comics underground, tu t'intéressais aussi à des Fumetti qui étaient pas pour les gens de ton âge. La grosse culture underground vient beaucoup d'Italie. Tu sais, aujourd'hui, il y a un travail qui est fait avec Charlotte qui se veut de Charlie. Et en fait, Charlie est l'adaptation française de Linus Magazine. Donc, il y a une grosse contre-culture qui vient d'Italie. Il y a énormément de dessinateurs italiens qui vivent en France, notamment Liberator ou beaucoup d'entre eux. Mais si tu regardes, Liberator, qui était quand même le boss à l'époque de cette maîtrise du dessin, et moi j'adorais Rank Xerox, ça a été très important pour moi. À l'époque, publié dans Frigidaire, qui était un ancien, qui était la nouvelle version d'un fanzine qui s'appelait Cannibal. Et là, on est dans le underground vraiment pur. Il y a un truc qui est que l'Italie était peut-être, je vais pas dire plus ou moins avant-gardiste, ça serait pas les mots, mais n'a pas eu le rapport à la BD que la France a eu peut-être par le biais du franco-belge. Ça, je suis pas assez fin analyste. Faudrait demander à des gens comme Benoît Peters. Ouais, des gros historiens. Des gros historiens de la BD. Moi, déjà, je connais mes limites, tu vois. C'est comme tout le monde dit, t'as une grosse culture cinéma. Non. Quand tu discutes. T'as une certaine culture cinéma. Une certaine culture cinéma, mais qui est liée. Et puis aussi, il y a un truc de ressenti. Moi, par exemple, tu vois, j'ai une ex-petite amie à qui j'ai volé d'ailleurs un ou deux bons mots dans cette BD, notamment la BD est un art de petits garçons blessés. Il y a un truc, elle m'avait dit un jour, parce que je dis, ouais, ça fait peut-être 200. Elle me dit, mais combien de fois t'as vu L'Incorrigible de Belmondo? Je peux pas te dire, en fait. Peut-être 200 fois, mais pas façon de parler, peut-être 200 fois. Et je parlais une fois avec Fausto Fazulo, le rédacteur en chef de Mad Movies et de Atom. Ouais. Et lui, il me disait, moi, je mate pas 2 fois les mêmes films, j'ai pas le temps, il y a trop de choses à voir. Bah oui. Ouais, bien sûr. Et moi, en fait, il y a un moment, je veux un plat de pâtes et Belmondo, c'est ma Madeleine. Et cette petite amie m'avait dit, en fait, c'est pas des films, c'est des endroits où tu vas. Et il y a des choses qui m'ont marqué comme ça. C'est vrai qu'il y a j'ai revendu des Strange et tout, machin. Mais il y a toujours 3-4 bouquins que j'ai gardés, notamment, un moment, tu vois, dans Spécial Strange, il y a eu les guerres secrètes. Donc, quand ça sort, tu vois ce que c'est? Ouais, nous, c'était complètement ouf, les guerres secrètes dans Speedy. C'était un truc genre, ok, les mecs, attends, je comprends pas, il y a tous les super-héros. Attends, contre tous les super-vilains, sur une planète, et ils se bagarrent. Enfin, moi, mec, j'avais 7 ans. Ouais, non, puis c'était le premier méga crossover dans méga crossover Marvel, de ouf et tout. Puis, attends, Fatalis. Mais Fatalis, c'est pas un méchant, en fait. Il est avec les gentils. Comment ça, tu vois, genre, waouh, les frontières, le bien, le mal et tout. Donc tout devient un peu ouf au moment des guerres secrètes et en fait ils ont disparu, si je me rappelle bien, pendant 3 jours de la Terre, tous les super-héros. Mais pour eux ça a duré 1 an ou 3 ans, je sais plus. Et quand ils reviennent, il y a Colossus qui dit à Kitty, mais en fait toi ça a duré 3 jours de flip, mais moi j'ai disparu pendant 3 ans et je suis tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Et la meuf elle prend méga cher, tu vois. Et ben moi, mais qui était très empoté, très fleur bleue et un peu nul avec les meufs. Je veux dire, il y a des filles qui me disaient qu'elles m'aimaient bien. Je faisais un demi-bisou et puis elle sortait avec un autre mec plus populaire. Et je mettais 6 mois à m'en remettre, n'importe quoi, tu vois. Mais moi, mon seul réconfort dans ces moments-là, c'était ça. C'était de relire ça avec Tornade qui à l'époque est en pleine crise mystique. Kitty Pryde qui lui en veut à mort parce qu'elle la reconnaît plus et qui lui dit mais tu te prends pour qui? En fait, on a tous notre vie et la vie, ça se vit seul. Effectivement, moi, tu vois, gosse du divorce, des scènes à la maison, des trucs un peu compliqués, des écoles où genre il y a les matières où t'as 15 de moyenne et les autres où t'as 3 de moyenne, où t'as la plupart des profs qui te traitent d'abruti en cours.
L'Estrange, ça m'a éduqué, ça m'a quand même donné 2-3 notions du bien et du mal. Et je pense qu'on est une génération, moi je suis né en 76, mais peut-être ceux qui sont nés vers le milieu 60, ceux qui sont à la limite de la génération X et Y en fait. Parce qu'on dit génération X, mais en fait avant il y avait la génération Y, c'est 2 générations. Ceux qui sont à ce croisement, on est un peu la génération sacrifiée, c'est-à-dire qu'on n'est plus Blueberry et le western, on est sur les super-héros, mais on n'est pas encore votre génération qui est plus à l'aise avec le manga. Tu vois, moi je suis 90 pour le coup, donc toi t'es 90. Ah ouais, donc toi t'es même un petit peu encore après, ouais, mais tu vois, il y a des gens qui sont nés 80, 82, 83, le manga est plus important que Strange pour eux, tu vois. Il y a un revival 90 aussi avec tous les Ultimates et tout un truc où moi années 90 c'est là où j'arrête de lire des Strange, tu vois. Donc il y a une sorte de scission, mais ça m'a fait pendant 15 ans. Et années 90, je passais à autre chose, quoi. Et où t'as arrêté de lire du Strange, mais tu continues, j'imagine, quand même à lire de la BD tout en faisant tes études, puisque tu dis que c'est en 2001 que tu sors des Gobelins, donc t'avais arrêté alors, de... J'en lis, mais en fait, vraiment, je lis un peu de BD dans les années 90, mais très peu. Je lis des trucs comme Tiluk, Pakouche Blues, qui deviendra Rats, je crois, après. Je lis un peu Trondheim avec Lapino. Je vois bien qu'il se passe un truc. Tu vois, incroyable Lapino. Ouais. Et Lapino j'aime beaucoup et en même temps je me dis que moi je vais faire du cinéma, que je serai réal, tu vois, même cinéaste, tu vois. Les gens disaient ouais je vais être réel, non moi je vais être cinéaste, moi je vais écrire, mais tu vois c'est Blier, c'était des mecs qui sont aujourd'hui cloués au pilori, mais moi je vois je vois aussi bien des films d'Yves Boisset que de Blier quand j'ai 7-8 ans, ce qui est beaucoup trop jeune en fait pour voir ça. Mais ça a été un traumatisme et après je comprends toutes les problématiques qu'il y a aujourd'hui. Quand je voyais Anouk Grimbert témoigner, cette femme a l'air tellement en colère et en souffrance que je sais même plus quoi penser, quoi, tu vois. Et de toutes les façons, moi il y a un moment que la révolte de Blier, je la regardais moins, mais je peux pas renier que de découvrir Tenue de soirée quand j'ai 10 ans et Les Valseuses quand j'ai pareil 12-13 ans. Ça marque un gosse, quoi, que tu le veuilles ou pas, en fait, tu vois. Donc c'est des traumatismes. Et il y a quelques films, quelques BD comme ça qui sont des traumatismes, beaucoup de musique aussi qui sont des traumatismes, où il y a un avant et un après. Ouais, dans lesquels t'aimes te replonger alors de temps en temps. Ouais. Et puis tu vois, moi, on était vraiment hip-hop, notre génération. On écoute Radio Nova avec Assassin NTM. Moi, je vais dans les terrains vagues, regarder le graffiti qui est hyper important pour moi. Et puis en même temps, je suis un fils de Bourges, donc je vais pas m'inventer une vie, tu vois, qui est pas la mienne. Et dès que je commence à avoir 17-18 ans, je comprends que bah ouais, tout ce qui est NTM, etc. Est-ce qu'on serait potes si on se croisait dans la vraie vie? C'est pas dit, tu vois. Et en même temps, moi, je vais les voir en concert, je trouve ça mortel. Mais je me fais embrouiller par des lascars parce que j'ai les cheveux hyper longs à l'époque, tu vois, et que j'écoute aussi bien du Led Zeppelin et du Guns N' Roses que du Assassin, et que j'écoutais même peut-être Assassin avant les mecs qui en 96 ou 98 sont au concert. Tu vois, chacun se fait un peu sa culture, son truc. Moi, c'est sûr que je suis le fruit de tout ça et que ça m'a beaucoup plus éduqué. Même, tu vois, je parle bien anglais. Oui, parce que mon père m'a né aux États-Unis. Mais en fait, moi, je lisais les paroles en anglais des Beatles et je les traduisais moi et j'essayais de comprendre ce qu'ils disaient quand il y avait des allusions à la drogue ou du slang. Je demandais à mon père qui pouvait pas m'expliquer ou qui, s'il savait, voulait pas me le dire. Et en fait, c'était très enrichissant et c'est plus pour ça que je parle anglais. En anglais, je le dois plus à Bob Marley, à John Lennon et McCartney qu'au cours de Monsieur Balancy ou Madame Bosson, quoi. J'ai un peu... Qui était très gentil, hein, d'ailleurs. Oui, on les respecte. On les respecte beaucoup, mais voilà. J'aime bien répéter, enfin, j'ai déjà dit aussi souvent, c'est que moi, c'est le catch qui m'a appris à comprendre l'anglais parlé. Ah, t'aimes le catch? Bah, je regardais beaucoup, mais à un moment, en fait, je me passionnais plus pour les story arcs des catcheurs. Et du coup, je sautais les combats mais je m'intéresse juste au dialogue. Et c'est en fait, et j'ai dosé ça pendant quelques temps. Et en fait, c'est ça qui m'a appris vraiment aussi à adopter l'accent et à comprendre le phrasé bien sûr. Bien sûr. Mais d'ailleurs, moi, je parle mieux et je comprends mieux un Américain international qu'un Anglais. Ouais, sûrement. Par exemple, quand je me rappelle que j'avais suivi une petite amie à San Francisco, Hayward précisément, et en fait on avait été voir Harry Potter et c'est très british l'accent. Et je galérais à comprendre alors qu'elle qui parlait un peu moins bien anglais que moi, enfin
aux États-Unis, elle comprenait mieux le film, alors que moi, je galérais vraiment avec l'accent, qui est plus noble, hein, mais qui est plus pointu peut-être. Et c'est intéressant. Et quelle époque tu t'intéresses au catch, toi? C'est quoi c'était fin 2000, début 2010, donc il y avait encore Triple H, il y avait John Cena. John Cena, il était encore bien en place. Ouais, je t'aurais jamais Randy Orton, que j'aimais bien aussi, qui est un peu le bad guy à l'époque, mais voilà, c'est bon. Moi, j'arrête de m'intéresser au catch quand j'ai 92, 93. Ah non, c'était bien plus tard. Années 80, moi, je suis abonné. Je réussis avec mon père, on écrit à WWF Magazine. Il arrive à joindre quelqu'un au téléphone. WWE plutôt, non? Non, WWF. C'était World Wrestling Federation. Okay, pardon. D'ailleurs, mon pote d'enfance, Julien Alzey, on avait été voir les superstars du catch à Bercy en 88. Et pour te dire, soirée de ouf, c'est-à-dire que lui, il est un peu plus âgé que moi. Moi, à l'époque, j'ai 11-12 ans, et je lui dis, putain, il y a des superstars du catch. Je dis, ouais, je les ai vus l'année dernière, faut trop qu'on y aille et tout. Et je dis, ouais, on y va. Ouais, c'est 130 francs la place. Je demande 130 francs à mon père. Mon père me les donne. Et moi, je pensais qu'on y allait avec ses parents. En fait, on prend le métro tout seul. Donc, on quitte le 7e arrondissement pour aller à Quai de la Gare. Un samedi soir, mec. Enfin, tu vois, je suis là, genre, en fait, c'est notre dernière nuit de la vie, en fait, quoi. Je suis avec mon pote qui a 13 ans et demi, j'ai 11 ans et demi, 12 ans. Et en fait, on va voir au Palais Omnisport de Bercy. À l'époque, c'était pas l'Accor Arena. Et j'ai vu Randy Savage, Hulk Hogan, etc. Et je me rappelle qu'on rentre avec lui, il a Canal+. Et qui me dit, putain, il y a Massacre à la tronçonneuse. Tu l'as déjà vu? Et je suis, ouais, film d'horreur facile, quoi. Il me fait voir Massacre à la tronçonneuse. J'ai, à 11 ans et demi. 11 ans et demi. Ouais. Dur. Ah, j'avoue. Merci, mec, si tu m'écoutes. Non, mais en fait, et tu vois, ce truc-là était hyper important. Et à l'époque, donc c'est la World Wrestling Federation. Et Julien, ça le faisait marrer parce que lui, il parlait pas anglais. Il me demandait à chaque fois d'imiter les voix des trucs. Donc tu vois, genre pour faire marrer. Genre, je me faisais virer de cours pour ça parce que je faisais We are the Ultimate Warrior and you now Hulk Hogan, you know the World Wrestling. Et en fait, ça, voilà, c'était des trucs qui me faisaient virer quand j'étais en 5e. À l'école, mais j'ai beaucoup de tendresse pour cette époque-là. Après, tu sais, maintenant, il y a eu le super film The Wrestler d'ailleurs. Ouais. Et moi, avant The Wrestler, pendant 3-4 ans, je disais, faut trop écrire un truc là-dessus, tu vois. Je venais d'avoir Internet, je voyais la vie des mecs, je me disais, mais non, mais il est mort, lui, mais il avait 40 ans, mais enfin, tu vois, je m'intéressais à fond à tout ça. J'aimais trop les storylines. Et je me suis un peu reconnecté au catch par le biais du catch féminin. Je trouve que les meufs, elles sont mortelles, quoi. Elles sont trop cool, trop stylées. J'ai une grosse passion pour Kairi Sen et Asuka, je trouve qu'elle bute, quoi, son univers, son truc, voilà. Après, aujourd'hui, je vois ça vraiment comme un spectacle un peu mal joué, alors que c'était peut-être le regard de l'enfance, mais à l'époque, je voyais vraiment ça. Je me rappelle d'embrouille avec mon père qui me dit, mais tu te rends compte que c'est truqué? Ah ouais, c'est truqué. Et quand il saute de la troisième corde, et quand il fait le pile driver, c'est truqué, tu le fais, toi. Et quand il s'envoie des chaises dans la tête, des chaises dans la tête. Clous, il y avait des sauts de vomi. C'était comme des super-héros un peu réels. Mais c'est complètement, de toute façon, c'est des super-héros, et en fait. C'était cool, quoi. Ça reprend les gimmicks, c'est des codes, des univers. Donc, ouais, non, c'est assez logique que ça nous parle. Pour revenir sur la bande dessinée, sur la bande dessinée. C'était dur de devenir auteur de bande dessinée. Donc on n'aura pas le temps de faire tout le parcours forcément, mais il y a quand même Bikini Wars où tu dis, alors en fait c'est auto-publié. Si je dois le résumer, parce que c'est vrai que je peux parler des heures de ces trucs là et là faut qu'on fasse la promo pour Possession et devenir assez chiant même pour moi-même. Non, en fait ça a été dur parce qu'en fait moi je fais des planches de BD quand j'ai 14-15 ans, je laisse ça de côté pendant des années. Tous mes potes des Gobelins veulent faire de la BD. Moi, je prends ça de haut en disant, moi, les mecs, je vais faire du cinéma, je vais même pas faire du cinéma. Voilà, un peu, j'étais très, très prétentieux à l'époque. Je me rappelle que je leur disais, les mecs, moi, je ferai du cinéma et vos gosses, ils paieront pour aller voir mes films. J'étais vraiment un petit con, quoi. Et j'ai des très bons amis qui m'ont aussi mis le pied à l'étrier à la BD, qui, malgré le fait que j'étais un petit con, je pense à Boris Guillotto, avec qui on a fait des projets de dessins animés, qui se sont faits. Et j'ai fait ses couleurs sur Henri Dess en BD, tu vois. C'est des chansons un peu pour enfants. Ouais, je vois qui ça, Henri Dess. Moi, je voyais pas avant de faire la mise en couleur. Parce que moi, c'est ma génération. D'accord. Henri Dess, nous, on avait les cassettes audio avec les chansons. Et en fait, donc voilà. Et en fait, dans les années 2000, à un moment, je me fais virer d'une prod et je me dis, ouais, ça me prend la tête, je vais faire mon cinéma en BD. Et je fais Bikini War. Je mets 4 ans à le faire.
aucun éditeur en veut. Je vais voir les mecs mainstream qui me disent gentiment d'aller chez les indés, les mecs indés qui me disent d'aller chez les mainstream. Puis je vois que ça va être compliqué. Je me renseigne sur l'auto-édition et je vois qu'il y a lulu.com. Je me dis, en fait, moi, je suis underground, j'ai toujours été underground. J'ai cette passion aussi pour du rap, tu vois, moins mainstream, même si j'écoutais du rap aussi mainstream. J'aimais bien KRS-One, des choses comme ça. Et je trouvais qu'il y avait une sorte d'honneur qui est un peu con, hein, d'ailleurs. C'est un peu un snobisme de se penser que parce que c'est underground, c'est bien. Il y a des trucs underground bien, il y a des trucs underground pourris. Et en fait, donc, je sors cette BD et en fait, le seul qui me considère vraiment à l'époque, parce que je vais pas name dropper, mais il y en a pas mal qui m'ont bien pris de haut et qui n'ont pas été cool. Moi, je peux name dropper d'ailleurs un mec qui s'appelle Didier Borg, qui à l'époque était chez Casterman, qui a vraiment pas été cool. Mais Bastien a toujours œuvré pour que je sois publié, quoi. Et je rentre dans l'atelier, et puis à l'époque, il y avait Merwan Chaban, qui a une grosse influence sur moi, il y a Dominique Bertaille. C'était très cool, quoi. Et puis je pense que c'était un petit, ouais, on faisait nos armes, quoi. Les plus jeunes avaient un début de vingtaine, moi j'avais un début de trentaine. Et en fait, à un moment, je te dis, je me cherche un peu, j'arrête les sports de combat, j'essaie de me professionnaliser dans la BD, ça marche pas forcément. Et Bastien me donne ma chance sur le Last Man. Ouais, Last Man Stories, voilà. du coup, mais qui sera édité par Casterman. Par Casterman et par Didier Borg. Ouais, c'est lui, en fait, il t'avait pris de haut. Bastien l'a pas lâché. Borg, c'est plus que près de haut. Il m'a dit, j'aurais changé de métier, que j'étais pas fait pour ça. Et le Bikini World, on avait rien à foutre. Ce que je peux comprendre, mais tu sais, faut toujours faire gaffe, en fait, même sous des côtés un peu connards que je peux avoir, peut-être une image que je renvoie, dans laquelle je suis sûrement responsable, hein. Mais en fait, faut être gentil. Faut être humble, parce que je te dis, je suis pas blutch, je fais mes petites histoires, j'ai beaucoup de chance d'être publié. Et faut être gentil avec les gens. Tu sais pas ce qui traverse les gens. Tu sais pas à quel moment t'envoies chier, t'envoies bouler quelqu'un. Peut-être que le mec qui vient de terminer une relation amoureuse de 15 ans ou qui vient d'enterrer un daron. Tu sais pas, tu vois. Sois cool. Si les gens même après c'est des cons, c'est leur problème à eux, ils font leur chemin à eux. Donc j'essaie d'avoir moins de colère, moins de jugement et d'être assez cool sur ça. Et ouais, il y a des fois, il y a des gens qui n'ont pas été très cool avec moi. Maintenant, il y en a beaucoup et même beaucoup plus qui ont été cool, qui font qu'aujourd'hui je fais ce métier. Tu vois. Et même si je fais prof à côté parce que j'ai une famille à charge, donc je fais deux boulots, je pourrais tout à fait vivre de la BD. Juste, ça sera un peu plus instable et irrégulier et donc plus irrégulier. Ouais, voilà. Mais Bastien me demande de faire un spin-off. Il m'impose aussi à Balak, qui est pas hyper chaud, pour que je fasse un spin-off parce que je pense qu'il préférait un mec meilleur. On peut pas lui jeter de la pierre, avec plus de followers. Et Mick, qui lui, bien qu'il me mette 1000 fois l'amende en dessin, Michael Sandaville est très gentil, très bienveillant avec moi. Et en fait, c'est pas mal l'expérience Last Man parce qu'en fait, on écrit à deux avec Bastien, on se fait notre délire et puis en fait, je reviens sur ses storyboards et derrière lui, c'est mon filet de protection, c'est-à-dire quand il y a des planches un peu bancales, il les retouche et c'est comme s'il me corrigeait et je vois pourquoi il est bon. Peut-être que moi, je lui ai apporté un peu une certaine culture, une certaine brutalité et efficacité dans le dessin qu'il avait peut-être pas, des bons mots, mais lui m'a apporté beaucoup en mise en scène, en dessin. Bon, avant j'écrivais mon scénario, après je storyboardais, après je retouchais, après je cleanais. Laisse tomber. Tu vois, aujourd'hui, moi je fais des bribes de scénario et je scénarise au storyboard. Ce qui est assez particulier, mais ce qui permet d'avoir tout de suite une efficacité, voir ce qui marche pas, ce qui te permet aussi d'improviser, tu vois. Voilà. Derrière, Casterman me suit sur Captain Death, qui est pas une vente, hein, je crois qu'on a vendu 2000 ventes, c'est pas beaucoup, c'est pas honteux, mais ce qui était bien par rapport à Bikini Wars, du coup, parce que autant sur Last Man Stories, t'étais avec un auteur, là, là en fait, avec Bikini, ouais. Et puis je portais dans le sens que tu te relances en solo chez voilà. Bikini War, voilà, pour le underground, je vends 100 exemplaires plus une 50aine de copies en anglais. Sachant que là, il y a des fautes d'orthographe dedans en français, c'est l'anglais hasardeux, c'est l'auto-édition. C'est l'auto-édition voilà. de ton premier truc. Mais il y a eu un truc de marrant avec Bikini War, tu vois, c'est que d'un seul coup, les mecs, ils ont fait, ah ouais, mec, t'auto-édite de 180 pages, quoi. Tu vois, genre, oui. T'es pas le meilleur, clairement. Ton dessin, il n'est pas ouf, clairement. Mais t'as publié le truc, quoi. T'es jusqu'au boutiste. Et ça, je pense que ça me vaut une certaine marque d'estime. J'ai pas fait pour ça, mais j'étais content quand même que ça se passe comme ça. Donc ensuite, il y a Last Man. Après, il y a Captain Death,
qui a une bonne couverture média et tout. Casterman est un peu déçu des ventes. Mais t'avais stickers, par le co-auteur de Last Man Stories dessus quand même. Ils avaient voulu quand même faire le rapprochement. Voilà. C'est moi qui m'étais battu pour qu'il y ait un sticker. C'est pas le truc imprimé pour que ça coûte moins cher. Non, ça c'est horrible. C'est horrible, bah ouais. Mais c'est le problème un peu, c'est Casterman, j'ai un rapport un peu chiant parce que je les aime beaucoup. Ils m'ont mis le pied à l'étrier. Je rencontre Benoît Mouchard à Angoulême. Il m'envoie des super BD. Je me dis, ça y est, j'ai trouvé un peu un Dino De Laurentiis, qui est un producteur que j'aime beaucoup, tu vois. Je me dis, un mec qui va me donner les moyens, m'aider à m'améliorer avec un retour et tout. Et en fait, ouais, je suis un peu sur ma faim. Je trouve qu'ils ont jamais trop défendu mes projets. En même temps, ils ont 10 000 projets à défendre, tu vois. Je comprends la problématique, mais il n'empêche que je vais un peu en travers. Et puis surtout, ils me plantent sur Dérive, parce que je vis assez mal à l'époque du Covid. Moi, j'ai fini ma BD Dérive de 220 pages. J'avance à la confiance et en fait, on me dit, ouais, finalement, on va pas le faire. En plus, il y a une BD qui est sortie sur les Hamas. Et je fais, bah ouais, mais moi, ma BD, elle est prête depuis 1 an, et là, il y a le Covid, et je vous ai attendu, etc. Donc, je trouve ça pas très classe. Je le vis un peu comme une trahison. Et en fait, puis tout le monde me parle de la BD des Hamas, sachant que c'est comme si tu sors un western et que tout le monde te parle de Blueberry. Tu vois, t'as envie de dire, ok, le théâtre dans lequel se passe l'action est un peu original. Et là, en fait, je suis un peu tricard enfin pas tricard, mais je me fais têche de pas mal d'endroits et je rencontre Robin Joly chez Glénat, chez qui nous sommes aujourd'hui, et qu'on remercie de nous accueillir. Mais et Glénat, franchement, il me traite hyper bien et surtout, bah, il publie Dérive, il le défend à fond. Après, ça sort en même temps que la guerre en Ukraine. Peut-être que le bouquin n'était pas assez bien, j'en sais rien. Tu choisis bien tes timings aussi, quoi. Hein? Tu choisis bien tes timings. Ouais, j'étais pas directement, ouais. Non, mais après, ça fait partie du lot, parce qu'il y a tous les, tu t'imagines bien. On est beaucoup à sortir. Voilà. On est beaucoup, c'est dur de sortir. Non, mais imagine, rappelle-toi à l'époque, enfin, tous les auteurs de BD qui avaient un bouquin qui était prévu pour mars ou avril 2020. Tu penses bien que eux, tout est décalé. Tout est décalé. Voilà. Non, c'est en ça où c'est un métier qui est dur, mais et pour avoir fait un peu tu peux pas contrôler, quoi. Pour avoir fait un peu d'auto-édition, tu vois, underground, où je faisais. Oui, parce qu'en parallèle, tu continues à faire des projets underground. Les projets qui peuvent pas exister. Je fais à Kasake, t'as Gudiaris, qui est un recueil de dessins que j'ai fait après la mort de mon père. Je voulais que ça existe. Voilà. Si je trouve pas d'éditeur, je dois-édite. Je fais mon truc, en fait, quoi. Tu vois. J'aime bien l'idée de liberté il y a aussi, tu vois, Dominique Bertha, il m'a reconnecté à ça. C'est que quand il était dans l'atelier, il était en costard 3 pièces, le mec, et il sortait ses plumes, ses aquarelles, il faisait ses illustrations pour Flux Glacial, truc, et il avait un petit sourire en coin, tu vois, un petit sourire de sale gosse, et je me disais, mais c'est pour ça que j'aimais bien dessiner. Les Gobelins, le dessin animé, ça m'a éloigné de ça. Et en fait, ça m'a reconnecté. Bertha, que vraiment j'embrasse bien fort, Doudou, un jour il arrive, et il voyait que je venais, je lui posais des questions, attends, tu fais de l'aquarelle? Moi, ça bave à chaque fois, j'ai jamais vraiment réussi, truc. En fait, un jour, il arrive et il revenait de chez Junku, et il m'avait acheté une plume, il me fait, à toi maintenant, à te regarder, quoi, tu fais. Quand personne te calcule, Dominique qui a fait ça, Bastien qui te soutient, tu peux pas oublier ça, tu vois. Et j'ai eu beaucoup, même dans les arts martiaux, j'ai rencontré beaucoup de bâtards, mais j'ai eu surtout beaucoup de chance, de beaucoup de gens qui m'ont aidé et qui me permettent vraiment tu vois, j'essaie moi de toujours être gentil, de toujours prendre le temps, parce que mec, il faut qu'on garde ça. Ça sert à rien d'être Orson Welles si à côté t'es un gros con, quoi. Donc j'essaie vraiment de cultiver ça. Et ça vient pas naturellement, parce que je te dis, on en parlait, j'ai pas la super image des fois, tu vois. Mais au moins, ouais, je pense que j'ai un peu l'image de quelqu'un d'assez authentique, et ça se voit dans mon taf. Dérive ne vend pas. Et pourtant, Robin Joly et Glénat, en fait, me suivent sur Possession, presque à l'unanimité, j'ai envie de dire, tu vois. Ce qui est hyper cool, parce qu'ils me doivent rien. Mais les ventes de Dérive, mec, on m'a pas donné les chiffres, parce qu'il faut pas parler de corde dans la maison du pendu, comme on dit en Italie, mais c'était pas ouf, quoi. Même s'il y a quelques gens qui ont bien aimé, même la couverture presse et tout, il y avait rien, tu vois. Et là, bah écoute, il se passe quand même un truc un peu avec cette BD, c'est cool, je pense que j'y ai mis du mien. Mais même, tu vois, pour l'anecdote, moi j'ai vendu un pitch de polar, un peu de giallo et tout, et je dis à Robin, écoute mec, tu me soutiens depuis le début, je t'apprécie beaucoup, j'ai beaucoup d'estime pour ton travail. Est-ce que j'essaie de faire un 140 pages un peu chiadé, et on essaie de faire un truc un peu commercial, tu vois, qui peut marcher? Ou est-ce que tu me donnes carte blanche pour faire, tu vois, moi je ferais bien un truc, une mise en abîme du deuil de mon père, je pousserais bien les curseurs sur l'ésotérisme et tout, et Robin il m'a dit, mec, moi je travaille avec toi, tu me fais du bachi, quoi. C'est cool, tu vois, presque du bachi comme si t'étais une marque, alors que mec je suis personne, tu vois.
personne me connaît en fait. Je fais des ventes insignifiantes dans la BD presque. Donc ça, c'est pas rien d'avoir cette estime et cette confiance. Je suis très reconnaissant de ça. Après, oui, la BD, c'est dur. Et si je vendais 200 000 copies, ça serait mieux, bien sûr. Ce sera toujours mieux. Ça serait toujours mieux. Mais il faut pas, c'est pas un dû, quoi, déjà, que ça marche, tu vois, d'avoir des gens comme toi, là, qui m'interviewent, tout ça. C'est pas un dû, quoi. J'ai beaucoup de reconnaissance sur ça. Alors, est-ce que tu peux nous parler justement, parce qu'on est là pour parler de ça aussi à la base. C'est le principe. Là, tous les gens qui nous écoutent, ils font, ah putain, ils sont chiants les deux à parler de leur parcours, de leur truc. Donc, possession. De quoi ça parle? Comment tu présentes un peu le projet avant de rentrer dans Possession, en fait, l'idée, ça part de différents voyages à Turin. Moi, j'ai une fascination pour la ville qui date d'assez longtemps parce que ma maman voyageait beaucoup à Turin. Elle travaillait pour, alors je vais la faire courte parce que sinon, il y aura encore pour une heure, mais voilà, elle voyageait beaucoup. Elle travaillait pour un importateur d'une marque de voitures italienne. Et pour la nommer, la Fiat, Fabbrica Italiana di Automobili di Torino, fabrique italienne des autos de Turin. Ah, ça veut dire ça, ok. C'était un acronyme depuis le début. Et exactement, c'était ça. Et en fait, donc j'entends parler de cette ville depuis que je suis enfant. Et un jour, je fais visiter Paris à la fille d'une amie de la famille, et je lui fais vraiment le grand tour de Paris, à Tour Eiffel, Notre-Dame, etc. On discute, et je sais plus comment on parle de Turin. Elle me dit, mais là-bas, à l'époque, moi, je suis au Bikini War. Elle me dit, putain, mais l'auto-édition à Turin, c'est une ville qui a une culture de l'édition, faut que tu te renseignes et tout. Puis elle me dit, moi, j'adore Turin. Et je fais, ouais, putain. Et elle, je vois qu'elle a un peu d'Arcos, néo-goth et tout. Je fais, ouais. Et je capte qu'elle me dit, ah, il y a des histoires de sectes là-bas, des disparitions et tout. Donc, je me renseigne un peu sur le sujet, mais comme des milliers d'histoires que j'ai en bribes, quoi, tu vois. Et à un moment, en fait, elle me parle de ça, ça reste dans ma tête. Et ma mère a invité pour l'anniversaire au musée de l'automobile de Turin d'une voiture qui s'appelle la Lancia Stratos, qui a gagné les championnats du monde du rallye dans les années 70-80, qui est d'ailleurs une voiture à laquelle je fais hommage dans Captain Death, que c'est la voiture à un moment, le petit vaisseau de Captain Death, c'est la Lancia Stratos, parce que je trouvais toujours qu'elle ressemblait à un vaisseau spatial avec mes yeux d'enfant, quoi. Et en fait, donc, voilà, il y a un lien qui se fait avec cette ville. On va là-bas, je suis malade, je fais des mauvais rêves. La ville, elle me fait penser à Dario Argento, et à raison, parce que beaucoup de Dario Argento sont tournés là-bas, notamment. Et donc, je me dis, ah ouais, je garde ça dans un coin de ma tête. Et puis, je termine Dérive. J'ai 2-3 projets. Entre-temps, je suis papa, je vends un appartement, j'achète un appartement, je m'installe ailleurs, déménagement. Et je me dis, bon, là, il faut déjà que je trouve des contrats. Tout est un peu compliqué, donc je trouve un boulot à côté, et Glénat dit OK pour le petit pitch que j'ai écrit et les quelques planches que j'ai fait sur cette histoire qui se passe à Turin, où il y a une dimension ésotérique assez présente. Et en fait, je me dis, il faut que j'aille là-bas voir de plus près. Donc je suis jeune papa, je pars là-bas, 3 jours, il y a une grève SNCF, je suis bloqué là-bas un moment. Heureusement, j'ai un pote qui vient me voir là-bas qui s'appelle Giorgio Albertini, et qui me dit, rejoins-moi à Milan, je t'héberge à Milan. Donc, je passe plus de temps à Milan qu'à Turin, finalement. Et je me documente, et je vais dans le musée égyptien, où Giorgio, qui est historien, me fait une sorte de cours magistral sur l'Égypte. Et en fait, je prends plein de notes, et puis je dis à Robin, ouais, il y a moyen de faire un truc un peu plus dense. Les 130 pages, je risque de faire 200, 250. Après, je lui dis, ouais, on risque d'être sur le 300, 350. Et je vois que Robin me fait confiance, même si je sens, peut-être à tort, mais une petite inquiétude quand même. Et en fait, c'est que ça impose un temps de gestation qui est plus long, et après, j'allais dire, et le prix de tu vois une BD 29 balles. Le prix de vente, mais aussi même ton avance, je sais pas si elle est, parce que mon avance, elle est, j'ai eu de la chance d'avoir le CNL, c'est 8 000 €. Et ouais, je suis payé pareil, que je fasse 130 pages ou 400. C'est ça. Ouais, donc voilà. Après, à la page, après, je peux pas me plaindre, mais clairement, c'est entre guillemets, c'est presque des bouquins que tu fais à perte. Donc il faut vraiment avancer, quoi, tu vois. Et donc j'ai fait ça en 5-6 mois. Et puis je mets l'accent sur le truc ésotérique. Et puis il y a tout. C'est bizarre, hein, l'histoire elle s'imbrique malgré moi de mieux en mieux. Et puis je tenais vraiment à montrer ce personnage qui est en fait un bobo quadra qui se crée des problèmes, qui a ses petits drames, ses petits deuils. Mais on a tous nos problèmes, un peu comme dit un pote. Par contre, à un moment, si tu deviens un peu un connard aigri là où t'es, ce qui est le cas du personnage, c'est que t'es pas au bon endroit, faut partir. Et lui, il plaque tout, il part.
comme j'ai eu envie de le faire 1000 fois, à part que bon, c'est très romancé, quoi, tu vois, c'est pas je ne suis pas Antonio Ventimiglia. Bah, on va y revenir quand même, mais parce que t'es un peu Antonio Ventimiglia. Oui. Et de la même façon que dans Derry, j'avais l'impression que ton personnage, enfin, c'est aussi toi, Satoshi, je crois. Je sais plus comment je l'avais appelé. Il me semble que c'était ça. Ouais. Tu lui donnais un prénom à japonais, et pour le coup, là, il a plus italien, donc la distance est encore moins, ça se voit un peu plus. Mais après, c'est parce que j'ai le plaisir aussi un peu de te suivre, de te lire aussi dans ta façon de t'exprimer, même la partie très acide du départ où Antonio, bon, bah, critique vraiment, on a vraiment marre de sa vie. C'est le Bad Batchy. Voilà, c'est le. Moi, je sais que je te reconnais dans l'écriture. Je pense qu'on est tous, tu sais, les gens font ce qu'ils peuvent. Et même des fois, des gens qui sont trop cons ou qui vont avoir un trait de comportement comme ça qu'ils ne doivent pas, les gens font ce qu'ils peuvent. Mais je sais que c'est pas parce qu'ils font ce qu'ils peuvent que c'est forcément bien ou intelligent. Et je pense que moi, à un moment, j'étais quand même très amer, très aigri, et j'avais vécu un drame familial qui évoquait vraiment. Oui, explicitement. Texto sensu dans le bouquin. T'as toutes les raisons d'être en colère, mais tu sais, la colère, elle est toujours légitime, mais t'en fais quoi? Pour ça, moi-même, il y a des gens, je suis pas d'accord, hein, mais je vois leur colère, je fais, il est en colère, il souffre. Tu vois? Moi, je suis qui pour lui dire, faut pas être en colère? Moi, le truc qui a été dur, ton décès de mon père, vu qu'il a été assassiné, comme pour le personnage dans le livre, il y a des gens qui me disent, mais va de l'avant. T'es qui, toi? T'as porté cercueil de ton père. Tu vois? Moi, j'ai vécu un truc où, bon, ben, moi, l'assassin de mon père, donc sa dernière épouse, a hérité de lui. J'ai vu des juges me prendre de haut. Mec, moi, j'ai fait 20 ans d'arts martiaux. Je me dis, mais mec, je te chope, je t'éclate. Comme le Banner. J'ai écouté Banner dans une interview qui disait, putain, les mecs, j'ai envie de les choper, je les éclate. Et je vois tout à fait ce qu'il veut dire. Parce que les gens se prennent pour qui à un moment pour traiter autrui comme ça? C'est d'une violence sans nom. Et si tu leur éclates la tête, c'est toi qui as en tort. Ça me rappelle l'époque de Zidane avec le coup de boule. Il y avait un truc qui m'avait marqué. Je trouvais qu'il avait eu le bon mot. Il avait dit, j'ai eu une mauvaise réaction, certes, mais il y a eu action avant qu'il y ait réaction. Après, les gens, ils font ce qu'ils peuvent. Toujours est-il, dans ce truc-là, le perso, ça devient un mec un peu aigri. C'était mieux avant, c'est tous des cons. Moi, je sais, je suis en colère, tout me prend la tête. Mec, si tout te prend la tête, c'est quoi, tant que t'es en vie, surtout si t'as pas d'enfants. Et même peut-être si t'as des enfants pour le bien de tes enfants, tu peux décider de tout changer du jour au lendemain. Je dis pas que c'est facile. On a tous des impératifs, hein. Je veux dire, je dis pas qu'on décide de gagner au loto, mais tu peux décider aussi de faire de meilleures décisions, de faire des choix en les assumant, qui sont plus en accord avec qui t'es, etc. Et je voulais marquer ça, et tout ce bouquin est une histoire, en fait, d'ombre et de lumière, et d'un mec qui a plutôt envie d'aller vers la lumière, en fait, quoi. De laisser le noir, qu'il peut y avoir dans une certaine mentalité qu'il a. Après, de passer par ce qu'on pourrait appeler le summum de la noirceur possible, puisque donc il a un accident de voiture qui est presque intentionnel, en fait, ou qu'on pourrait apparenter à une tentative de suicide. Pour moi, c'est clair dans le bouquin. Moi, je dis pas pour pas spoiler, mais effectivement, pour moi, il y a pas d'ambiguïté. Et d'ailleurs, cette partie est pas du tout autobiographique. Mais parce que moi je me suis demandé, enfin pas pour l'accident de voiture, mais quand le bouquin est sorti et quand j'ai commencé, je m'étais demandé si tu vivais encore en France. En fait, je me suis dit, mais attends, parce que tu faisais une soirée de lancement, et je te jure qu'avant de reprendre contact avec toi pour l'interview, je m'étais dit, mais attends, Badji, il est encore en France du coup, parce que j'étais persuadé que c'était. En fait, moi je m'enfuyais en Italie grâce à Giorgio Albertini, Alfio Buscaglia, Pasquale Del Vecchio, le studio des Capurso et Grégory Panaccione, avec qui tous ces gens-là, je suis très ami avec eux. Et en fait, à un moment, tu sais, j'avais des lettres d'avocat, il y avait un procès qui était un enfer kafkaïen. En fait, moi, je me barrais en Italie. Donc, à un moment, sur 2 ans et demi, j'ai passé peut-être 7-8 mois en Italie et je comptais me barrer là-bas. Et entre-temps, la vie a fait, je me suis marié et j'ai eu un enfant. La question de s'expatrier est venue parce que je suis quelqu'un de beaucoup plus détendu quand je suis en Italie, même si j'ai 64% de 2 ans italien, je suis un étranger là-bas. Je me comporte comme un étranger, quoi. J'ai rien à dire sur le pays, en fait, tu vois. Je kiffe, je chill, je me fais pas remarquer, quoi. Là où en France, je vais peut-être faire des fois, ouais, putain, ils font ça, alors que moi, quand j'étais petit, cette rue, tu vois, tu vas commencer, en fait, à rentrer dans un truc, t'es chez toi, ouais, putain, mais ouais, mais attends, les mecs, là, ils se comportent comme ça, alors que moi, j'étais là quand lui, il y était pas. Le voisin, le truc, le comportement, Puis, il faut voir un truc, moi, j'ai grandi dans un 7e arrondissement et un 16e arrondissement, et je pense surtout au 7e, où
tout le monde se tenait la porte, tout le monde était hyper poli. Les gens disaient merci jeune homme, bonne journée, tu vois, à tes souhaits. Bonne journée, merci à vous-même, vous êtes bien aimable, tu vois. Aujourd'hui, t'es là dans le métro, c'est la guerre. Alors en même temps, il y a des gens hyper gentils qui te tiennent la porte et des gens trop cool et des gens qui te regardent comme si vous voulaient te tuer alors que t'as rien fait. Mais pareil, mais là, on revient sur ce que tu disais avant, tu sais pas ce qu'ils traversent. Hein? Tu sais pas ce que cette personne la traverse. Exactement. Donc, exactement. Après, il y a un truc, c'est que, tu vois, je voulais moi en caisse quand j'étais plus jeune, j'avais le sang ultra chaud et tout. Et aujourd'hui, genre, même si j'ai raison et que le mec me klaxonne, je baisse la vitre, je vais peut-être faire un truc qui vous a énervé, je suis désolé, je peux m'excuser. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui éclater la gueule, il va t'éclater la gueule, il y en a un des deux qui va tomber. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas briser des familles. Voilà. S'en fout. Et même si c'est un con et que c'est lui qui a tort et que c'est un con, ben c'est un con. Laisse-le. En Italie, on dit lascia perdere, laisse se perdre. On dit pas laisse tomber. C'est pas toi qui laisse tomber. Laisse se perdre. C'est pas à toi de régler ça. Et ouais, j'essaie d'avoir un peu plus cette optique de vie. Et c'est clair qu'il y a un peu d'autobio dans le chemin que fait Antonio Ventimiglia dans ce polar où il va se retrouver dans une situation qui le dépasse et qui n'est pas son combat, mais où il va se retrouver protagoniste. Et quand tu dis, avant de toucher le fond, ce qui était marrant, c'est que moi, je parlais aussi d'alchimie, de sectes, de choses très ésotériques, limite sur la magie noire et la magie blanche. Sachant que moi, je crois un peu à tout ça et j'ai très peur de ces choses-là, tu vois. Jamais, moi, l'ésotérisme, ça me fait pas rigoler. Tu me fais pas invoquer les morts et tout. Tu vois, quand les gens vers 12-13 ans, il y a toujours des meufs qui faisaient, on fait du spiritisme. Ouais, je sais, si vous voulez, moi, je me barre, en fait, quoi. On invoque les esprits. Ouais, moi, faut pas toucher je suis extrêmement, je peux regarder des films d'horreur, mais j'ai très peur et tout, tu vois. Je suis extrêmement peureux, en fait. Et en fait, sur ça, j'ai une approche qui est très, c'est de la cool science-fiction, en fait. C'est du cool fantastique. Et en fait, je me renseigne et je me rends compte que, l'alchimie, avant de transformer le plomb en or, il devient du charbon. Ce qu'on appelle le nigredo, en fait. Donc, c'est aussi un truc philosophique de accepter tout ce qu'il y a de négatif en toi pour faire ton autocritique et devenir quelqu'un de meilleur. Ça fait un peu, un peu Ken Kojandi. Ouais, ça fait développement personnel. Tu vois, mais 2025, quoi. On s'est compris, quoi. Il y a un côté où voilà, faut accepter que aussi on est imparfait, sortir du truc où je suis meilleur, je suis plus beau, je suis machin. Et voilà. Après, tu vois, c'est marrant, beaucoup de gens me parlent aussi de l'autofiction là-dedans. Et Riyad Sattouf, il le fait avec beaucoup de talent de faire cette fiction qui est peut-être un peu romancée des fois, je sais pas, mais à mon sens peut-être. Mais j'ai pas ce talent-là. Moi, j'ai pas ce talent-là. Moi, j'ai besoin de me cacher derrière de la fiction et de te dire que, tu vois, je sais pas, quoi. On vit tous des petits moments bigger than life qui sont dignes de cinéma, tu vois. Tu vas rompre avec quelqu'un qui va te dire sous la pluie, la meuf, elle va te dire, je sais pas, un truc, t'as pas idée comme je t'aime. Bon, franchement, si je le raconte dans ma petite vie de bobo parisien, comme le début de cette histoire, ça a pas d'intérêt. Ça fait un peu, j'ai pas ce talent-là. Je dis pas qu'il y en a pas qui le font et que ça plaît pas à un public. Il y a pas de problème, il y a pas de jugement. Moi, je ne pense pas avoir ce talent-là. Et moi, je préfère raconter l'histoire, tu vois, d'un chevalier qui défonce les dragons pour sauver la princesse, qui va défendre une certaine morale, etc. Peut-être un peu désuet, mais je me retrouve plus dans la fiction que de faire. Alors, j'ai vécu une injustice. Le 15 mars, nanana, il s'est passé si. L'avocat m'a pas écouté. Ah non, je déteste les avocats, clairement. Je verrai avec son compte en début de BD, tu vois, l'avocat. Comme ça, c'est fait. Et comme ça, après, on passe à autre chose. J'ai pas le talent de raconter ces trucs-là, je pense, dans les médias, ou pas encore peut-être la maturité. Et donc, je me cache derrière de la fiction. Et puis, j'étais content de l'idée de mon polar. L'idée du polar, je trouvais cool, quoi, tu vois. Je me demande si je l'ai pas un peu gâché en mettant trop de magie et justement du deuil du père ou d'une part de toi, parce que en fait, et après on va passer sur autre chose, mais c'est vrai que en lisant le bouquin, moi j'avais suivi un peu quand même ton histoire, puisque t'as toujours été assez expressif dessus en fait, à en parler assez librement. Et donc effectivement, le fait que que ton personnage en parle textuellement avec ce qui t'est arrivé, ce qui est arrivé à ton papa, il y a les photos que tu insères dedans, tu mets même un extrait de l'oraison funèbre de ton papa. Ça s'appelle Possession. Est-ce qu'en fait c'est pas un exorcisme plutôt pour toi? C'est marrant ce que tu dis. En fait, je sais que à titre très personnel, moi j'ai perdu maman il y a 5 ans, et c'est vrai que l'idée que je me fais de plus en plus, c'est qu'en fait il faudra un jour que je fasse quelque chose, que ce soit une BD, un bouquin, un truc, pour vraiment pouvoir finir mon deuil. Je me demande si c'est pas aussi de la démarche que t'as eue. Je sais pas si on finit les deuils, mec.
Non, alors j'en parle en vrai jamais. En vrai jamais. Tu vois, moi, il y a 2 ans, je me disais bon. Mais que c'était une façon d'exorciser une partie d'un truc qui arrivait, qui restait quand même en toi, que t'avais besoin d'évacuer. Ouais, alors il y a la notion de dibouk dans la religion juive, qui est en fait que c'est pas un esprit défunt qui te possède, c'est toi qui le laisses pas partir et c'est la place que tu lui donnes. Après, moi, quand les gens vivent des deuils et tout, même avant de perdre mon père, tu vois, j'ai toujours eu ce sentiment de faut bien chérir les moments et les gens parce qu'un jour ils se réveillent pas en fait. Ouais. Un jour ils sont plus là et ça part vite. Moi, cette année a été très difficile à plus d'un titre. Quand j'ai terminé cette BD, ça a été un contexte difficile. Notamment mon coach de sport de combat, David Héron, qui est décédé, qui était un mec que j'ai pas connu longtemps, mais qui a vraiment changé ma vie, qui m'a reconnecté avec un certain entraînement physique, une certaine discipline. Et en fait, le mec, c'est un militaire, policier, champion du monde, un Golgoth. Il est mort d'un accident de voiture, mec. Ouais. Il a neigé, il y a un car qui a glissé, qui s'est couché sur sa bagnole. Il laisse 2 gosses derrière lui. Et le mec, c'était un truc, dans l'église, il y avait 200 mecs, militaires, fonctionnaires, mecs des sports de combat, en larmes. Et en fait, t'es là, tu fais putain, mais en fait, demain n'est promis à personne. Et je pense que aussi les gens quand ils partent, c'est très compliqué, ils prennent beaucoup de place. Moi, mon papa a pris beaucoup de place et surtout il y a des moments, il y a 2-3 ans, par exemple, je disais ouais ça va là, c'est une injustice de merde, mais un jour je ferai payer les méchants et en fait ça va. Ça va pas du tout, mec. Genre à 3 mois j'ai eu la grippe, j'étais un peu diminué. J'ai rematé Kick-Ass que j'avais pas vu longtemps en me disant ok feel good movies. La scène où Nicolas Cage il se fait buter devant sa fille. Mais mec, je me suis fondu en larmes, j'ai perdu pied. Je me suis dit, mais moi, je pourrais même pas venger. Les juges, les trucs, j'ai envie de les buter tous. On ne traite pas comme ça les innocents. Il n'est pas juste que l'innocent paye pour le coupable. C'est Pétrone, le droit romain est fondé là-dessus. Vous êtes des ordures, les avocats, les trucs. Je me fais vraiment un trip jusqu'au boutiste. En même temps, tu vas faire quoi? Tu vas tuer des gens. Tu vas pas tuer des gens. Non, bah non. Donc, t'acceptes. Mais alors, qu'est-ce qui reste après? Il te reste aussi que t'as un défunt et tu vis comment avec le fantôme de ton père ou de ta mère? Tu vois? Et il y a un moment, je vais te dire, il y a plusieurs étapes. Alors, je sais pas dans quelles circonstances t'as perdu ta maman. Bon, c'est pas aussi violent que toi. Moi, c'est maladie. C'est toujours violent, mec. Enfin, c'est vieux. Non, mais je veux dire que toi, il a été tué par quelqu'un. Moi, il a été tué par une maladie. Elle a été tuée par la maladie, quoi. Tu sais, c'est violent. Pareil, t'as peut-être pas l'injustice de l'État qui s'est rajouté à ça, qui a ajouté à la colère. Oui, parce que toi, il y a le parcours après aussi, quoi. Ce que tu dis dans la BD, c'est que donc cette personne a hérité et que toi en plus t'as dû régler ouais, mais après, des trucs. Tu vois, moi, malgré l'horreur de cette histoire, je pense sincèrement que ça a fait quelqu'un de moi de meilleur. Et notamment, il y a pas longtemps, moi je suis devenu papa. Il y a pas longtemps, il y a rien de pire que des gens qui parlent de je suis devenu papa. Je tape une BD dessus, mais ça n'en parle pas en l'occurrence. Ça n'en parle pas directement, ouais. Mais en tout cas, moi je pense assez doux avec mon fils et ça vient plutôt du côté de mon père. Ma mère, qui vraiment je l'adore, c'est Conan le barbare, quoi. Tu vois, c'est une guerrière de ouf et je sais que j'ai son côté, mais je suis pas aussi fort qu'elle et heureusement que j'avais un peu la douceur de mon père sur des choses. Et en fait, à un moment, en voyant comment j'étais doux avec mon fils, ça m'a fait vraiment pardonner les erreurs de mon père et puis me dire, en fait, les parents, ils font ce qu'ils peuvent, quoi. Même quand ma mère, elle est méga relou, là, à mal me parler, fait ce qu'elles peuvent. Peut-être que c'est une génération qui arrive pas à dire je t'aime, je suis fier de toi et qui préfère te dire t'es habillé comme ça. Pourquoi tu fais pas des implants? Tu peux pas mettre ta chemise, tu vois. Va savoir. Je te dis, les gens font ce qu'ils peuvent. Moi, c'est le gros truc que je retiens ces dernières années. Et la notion de deuil, elle est compliquée. Il y a un truc qui est assez vrai. C'est ma mère qui m'avait dit ça. C'est un Indien qui citait Cocteau qui lui avait dit ça, qui disait en fait le vrai cercueil est dans le cœur des hommes. Et c'est vrai que tant que tu penses aux gens que t'as aimés, ils existent toujours un peu, tu vois. Après, mais quelque part avec Possession, toi tu matérialises aussi quand même en disant voilà quand même son histoire parce que c'est touchant, enfin au-delà parce que ce qu'on retient plus. Je pense un jour faire un truc sur l'histoire de mon père, sur sa vie. Ouais, parce que mais même là ce qu'on retient plus, c'est les photos de lui, de toi avec lui aussi en tant que gamin et c'est ça qui touche aussi. Sachant que c'est 5 pages dans le bouquin qui en fait 400. Ouais, mais qui marque. Ouais, quand même. D'autant plus quand tu sais. Les gens m'en parlent beaucoup et c'est vrai que moi j'ai fait ça assez naturellement. J'ai demandé à Robin ce qu'il en pensait. Vu que c'est clairement une balle d'éditeur, il m'a dit vas-y à fond, quoi, tu vois. C'est toi qui sais. C'est cool. Michael Sanlaville m'a dit putain, c'est trop fort, mec, mais putain, tu mets
de toi à ce point-là. Ouais, là, pour le coup, on sait que les auteurs mettent toujours un peu d'eux-mêmes dans leur BD, après, mais pour moi, c'est pas plus ou moins, tu vois. Et puis là, au moins, je mets pas mon petit caca de regarder la photo de mon papa sur Instagram, parce que je fais aussi, hein. Ouais, je suis triste. Ouais, d'accord. Ben, c'est cool, parce que même quand je vois des gens qui parlent du deuil d'un parent, je pense notamment à quelqu'un que j'adore, qui s'appelle Jessica Rispal, qui a fait un texte sur sa mère, mais de ouf, quoi. Et ben quand je vois les photos de sa mère, je trouve ça trop cool, tu vois. Donc j'ai pas du tout de jugement sur le fait qu'on mette une photo sur Instagram, mais là je trouve que c'est pas moins impudique finalement de mettre des photos de mon enfance dans cette BD que de parler d'une phrase qui m'a dite ou d'un truc ou des valeurs qui me restent en fait. Et puis ouais, j'aime à penser que s'il me voit de quelque part, après avoir été aussi fusionnel, aussi proche, traversé des cancers, traversé plein de problèmes, ben il y a eu beaucoup de beau. Est-ce que ça reconnecte à ça? Après, est-ce que nos défunts nous voient de là où ils sont? Ça, c'est la spiritualité de chacun, tu vois. J'aime bien y penser, donc je décide de choisir ma vérité, de me dire qu'il y a un après, peut-être. Voilà. Et sur le côté, alors, pour passer juste sur le côté ésotérisme, donc tu disais que c'est quelque chose qui te faisait un petit peu peur. Bien sûr, c'est vrai que, en fait, dans cette BD, on apprend aussi plein de choses qui sont vraies, que ce soit sur Torino, du coup, sur ce côté, c'est à la fois la capitale de la magie blanche et de la magie noire. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ce côté des portes de l'enfer, ces fameuses serrures du diable. Mais tout ça, c'est des choses parce que donc t'es allé là-bas, que t'as fait tes recherches. Je me suis documenté, je me suis fait mon trip aussi sur la notion de porte et de clé. Donc en fait, là, 80%, on va dire, est documenté. Et on va pas spoiler, mais sur l'issue, une partie un petit peu. Sur l'issue, il y a une partie qui est un peu le trip que je me fais et une certaine conviction que j'ai de ces choses-là. Sur le fait qu'il faut pas profiter des forces du mal et qu'il faut les laisser, tu vois, gagner au loto, c'est peut-être, ça serait super, mais ça serait peut-être la facilité, le chemin court, c'est peut-être le chemin du mal, peut-être que le chemin du bien, c'est de taffer, d'éduquer tes gosses et peut-être pas d'avoir des richesses de ouf, mais peut-être un jour d'accéder à un peu de BD, un peu des ventes, un peu de confort, le transmettre à ton fils, qu'il soit fier de toi, peut-être ça, tu vois, le chemin vertueux. Et sur l'ésotérisme, non, bah moi j'ai baigné là-dedans. Déjà en Italie, c'est présent. Peut-être un peu plus qu'en France, mais en France, c'est pas présent à Paris, mais c'est très présent en campagne. Tu vois, je pense à l'Ankou, la Faucheuse, la Camargue, la Dame Blanche. C'est quand même des choses qui sont très. Le Dahu. Après, c'est plus du fantastique que de l'ésotérisme. Ouais, mais tout de même, il y a. Pour moi, tout se recoupe un peu. Tu vois, c'est matérialiser une peur, ça la fait exister. Et du coup, qu'elle existe ou pas, à partir du moment où tu y crois, ça existe, quoi. Moi, ma mère me tire chaque année les cartes à Noël, même si ces dernières années, ça lui prend un peu la tête. Puis j'y crois un peu quand même. Je dis l'horoscope, même si je sais que c'est de la connerie. Bah, t'en parles un peu d'astrologie. Mais je crois à l'astrologie, ouais, bien sûr. Je crois à l'astrologie, au caractère. Je trouve que c'est évident que ça se retrouve. Maintenant, bon, est-ce que, je sais pas, tu sais, on a été bercé de beaucoup de science-fiction, de beaucoup d'idéaux. Moi, j'ai grandi avec les Chevaliers Zodiac, tu vois, je trouve ça dément. Et donc, je m'intéresse aux constellations et à l'astrologie, plus par les Chevaliers Zodiac, en fait, que par l'horoscope de Caroline Tessier, ou je sais plus comment s'appelait la fille qui faisait ça à l'époque. Mais, et aussi, un truc, c'est que moi, bon, période de divorce, vraiment des gros conflits familiaux. Et pour que j'ai peur de ma grand-mère, qui donc était algérienne, et sicilienne et maltaise, j'ai un pote pour déconner, il me ressort les nerfs à vif, il me dit, bah, sur le plan génétique, t'as qui tenir. Tu sais, il y a une phrase dans les nerfs à vif, dans le remake de Scorsese, où il dit grand-maman, sniffait de la strychnine et charmait les serpents. Donc, sur le plan génétique, j'ai de qui tenir. Et c'est vrai que j'ai un côté un peu, on va dire, belliqueux, peut-être des fois, qui vient peut-être de cette grand-mère, qui était une forte personnalité et quelqu'un d'un peu maléfique, hein, je pense, avec le temps. Mais on me disait, ouais, c'est une sorcière, vu qu'elle avait des bouquins, notamment à un moment, par exemple, il y a un bouquin qui s'appelle l'Encyclopédie de la divination. C'est un bouquin que j'ai chez moi, que je tiens de cette grand-mère qui vivait dans le 7e arrondissement, dans un vieil appartement, avec les portraits des aïeux, les barons, les marquis et tout. Donc, il y a un peu de Vesper Regna et un peu de cette grand-mère dedans, ouais. Mais beaucoup de tes personnages, de toute façon, sont inspirés ou sont simplement des personnes de ta vie. Ouais, mais il y a dans toutes mes BD, il y a beaucoup. Tu sais, même Captain Death, en fait, je trouvais la mort vulgaire.
et j'aimais pas ses manières. Bah, ma réponse, c'est Captain Death. Peut-être la réponse un peu à 10 ans après le deuil de mon père et 15, 20 ans après avoir commencé à faire de la BD. Je commence vraiment vers 2007. En faire, même si je suis dans l'ordre de grande, en faire professionnellement, on va dire. Bah, ouais, ma réponse, mon bilan, c'est Possession. Voilà. Donc, après, je suis hyper curieux chaque fois que je sors un bouquin, en plus, vu qu'ils sont jamais le même format, le même style ou quoi, je me dis, mais comment ça va être pris? Ils sont de plus en plus gros. Ouais, alors là, on va se calmer sur les 400 pages parce que là, ouais, j'ai terminé avec une lombalgie, j'ai beaucoup travaillé, là, je m'occupe un peu de ma famille. Je vais essayer de travailler moins, mais de travailler mieux, dans le sens où de travailler dans des meilleures conditions. Je pense que c'est bien de se préserver un peu. C'est vrai que je mets beaucoup de moi dans les bouquins et peut-être qu'il faut. Est-ce que c'est forcément le garant d'un bon livre? Je sais pas. Peut-être ceux qui liront Possession auront une réponse à ça. Mais dans les médias, j'ai des bons retours. C'est cool. J'espère que voilà quoi, les gens sauront que ça existe et essaieront de le lire quoi. Mais comment tu doses un petit peu, parce qu'il y a quand même pas mal de passages aussi justement plus surnaturel, plus dans le fantastique, où tu adaptes un peu même. Alors même si tu dessines sur tablette, sur iPad, tu changes tes feutres ou tes pinceaux pour avoir un rendu peut-être plus. Alors c'est pas crayon gras, je dirais, un truc comme ça. Plus, il y a différents rendus, ouais. Mais comment tu les intercales en fait toi-même dans la composition de ton dessin en disant bon bah là tiens je vais avoir cette vue de Turin avec des squelettes qui dansent parce qu'en fait ça se rapporte à la discussion que ton personnage a eu avant, ou parce qu'il est pris dans des cauchemars et t'as ses yeux ou ce mauvais œil qui le poursuit. Alors comment tu doses? L'œil, ça vient vraiment du poème de Victor Hugo, que je crois que c'est Pierre Tombal dans Spirou Magazine, où à un moment Pierre Tombal, il y a un œil et il y a un truc comme ça. Et moi j'aimais bien les yeux parce que c'est psyché, tout ça, tu vois. Et j'ai toujours bien aimé le symbole du Grateful Dead, tout ça. En fait, donc t'as des trucs graphiques qui restent dans ta tête et dans ton vocabulaire graphique, on va dire. Et à l'époque, il y avait l'œil, il était dans la tombe et regardait Cain. Et en fait, du coup, je découvre 10 ans après, quand j'ai la vingtaine, ce poème de Victor Hugo. Il y a une super expo au musée d'Orsay il y a une quinzaine d'années qui s'appelle Crime et Châtiment, avec le crime originel, avec le rapport de Cain, ce truc de la culpabilité, du châtiment que tu t'infliges à toi-même des fois, etc. Donc c'est des questions presque philosophiques, hein, tu vois. Moi, en fait, sous couvert de faire du genre, moi je trouve que j'ai un côté un peu intello chiant, quoi. Tu vois, et j'essaie de vulgariser ça avec. On apprend des trucs. Ouais. Bon gré mal gré, on apprend des choses, hein. Mais je trouve ça cool tu vois, moi par exemple, j'aimais bien à la fin des Cités d'Or, t'apprenais que le lac Titicaca est à 2400 mètres d'altitude, des trucs comme ça. Ça sert à rien, ça fait juste que tu passes pas pour une tare au Trivial Poursuite quand t'as pas le bac comme moi, quoi. Tu vois. Est-ce que au final Possession c'est un thriller ésotéro-éducatif? Non, t'apprends des trucs sur les momies aussi, t'apprends des trucs sur les momies. Et encore, je vais te dire, il y avait une pile de post-it que j'ai pas intégré, tu vois, je voulais vraiment faire un truc sur le D-Book, pousser vraiment, j'essaie de faire que ce soit pas trop chiant, et le rythme, en fait, j'ai une approche un peu, c'est David Lynch qui fait, tu penses à des séquences, t'essaies qu'elles s'enchaînent les unes avec les autres, et tu mets ça ensemble. Moi, je vois ça comme des séquences qui sont comme des tableaux narratifs, avec telle gamme de couleurs, tel rendu, qu'il faut que ça soit un peu cohérent, et tu mets ça ensemble, il faut que ça raconte une histoire. Ce qui est un peu dur à faire, c'est de créer un rythme qui soit pas chiant. C'est-à-dire, je fais la BD que j'ai envie de lire, mais je me mets à la place du lecteur et je me dis, ok, là je t'envoie 400 pages dans la tête. Est-ce qu'il y a un peu d'action? Est-ce que tu vois, il faut pas qu'à un moment tu dises, ah putain, on est page 124, il y en a encore 300. Tu vois, faut pas qu'on se dise ça. Donc c'est un peu mon défi, c'est de faire un truc easy reading. Tu vois. Il y a des films que j'aime bien, tu vois. Ils sont cool, mais je me les rematerai pas, quoi. Alors qu'il y a des films, ça passe crème, alors que c'est des trucs un peu intello, quoi. Mais parce que même à la différence un peu de Dérive, où au final ton personnage il était simplement témoin des histoires des autres, là ça commence un peu pareil, où c'est de nouveau Antonio à qui on raconte des histoires avant qu'ils finissent par être pris dans l'intrigue. Est-ce que tu avais conscience de ça pour dire bon, il faut quand même que mon personnage soit plus actif par rapport alors non, j'ai pas. Alors moi j'ai pas de, tu vois, je raconte pas, enfin j'ai lu 2-3 méthodes de scénario, mais en fait tout le monde dit ouais Pixar, c'est Story de McAfee, m'intéresse pas en fait. Je dis pas, je décède. J'ai lu le guide du scénariste de Christopher Vogler qui m'a donné quelques bases, j'ai lu un peu la dramaturgie,
je comprends le concept, je trouve ça hyper intéressant, mais j'ai pas lu le livre en entier parce que j'ai un peu de mal à lire, quoi. Je sais pas si je suis TDAH ou quoi. Tout le monde est TDAH, doué, enfin, tu vois, tout le monde se définit sur ces trucs-là, mais en tout cas, bon, moi, j'ai un peu de mal à lire. Et en fait, non, j'essaie de faire un truc qui est un peu ludique. T'amènes ton personnage sur Dérive. Je pense qu'il y a eu un problème, c'est que personne n'a capté ce que je voulais faire. Déjà, il y a peu de gens qui savent que ça existe, et personne n'a capté que je voulais faire de l'héros-gourou grand public. Et en fait, l'héros-gourou grand public, c'est une mauvaise idée. Mais de toute façon, Dérive a été une mauvaise idée depuis le départ. Le scénariste qui m'a amené l'idée, d'après mes dessins, pour un milliard de raisons, même si je l'aime beaucoup, on n'aurait pas dû travailler ensemble. Derrière, il m'a fait un scénario en retard où son idée qui m'avait plu était plus du tout exploitée. Donc moi, j'ai gardé l'idée, mais c'est moi qui ai fait le scénario finalement. Je voulais faire un truc qui dérive, je voulais faire un clin d'œil à Namio Harukawa qui était décédé, qui est une figure en fait de l'héros-gourou et de l'illustration érotique japonaise avec des femmes un peu énormes qui s'assoient sur des mecs rachitiques, tu vois. Personne n'a compris pourquoi il y a une scène de cul dans Dérive un peu what the fuck comme ça. Donc en fait, des fois tu rates ton propos et c'est pas le public qui est trop con, c'est toi qui a fait un truc qui a pas marché. L'incompétence, à la limite, elle vient plus de mon côté, tu vois. Maintenant, t'as des trucs qui trouvent leur public ou pas. Et je pense que Possession a un côté, j'ai bien réussi à rythmer le truc. Et tu vois, moi, tout le monde me parle des couleurs et moi, je considère que je suis pas bon en couleurs. Donc, je vais à l'efficace. Bah, tu fais pas raplat de toute façon. Enfin, tu fais pas raplat surtout. Ouais, c'est pire que ça, mec. Je fais des niveaux de gris que je teinte. Et je fonctionne par des bichromies ou des trichromies. Et après, sur les planches, des fois, je me dis, ça claquerait si ça ressort. Vu que c'est le truc important. Et on s'en est pas trop mal tiré d'ailleurs sur le travail qu'on a fait avec Laurine, Christian et Robin sur la couleur, qui ont eu quand même vraiment. Ouais, moi j'écoute beaucoup ce que disent les équipes de Glénat, même tu vois on fait des relectures des dialogues avec Robin. Je dis oui quasiment à 9 remarques sur 10. Sauf si je dis non, ce bon mot c'est voulu, c'est vraiment une tournure de, tu vois. Ouais, je parle de grand œuvre et pas du grand œuvre. Vraiment, des fois, j'ai des petites trucs que je veux pas lâcher. Et puis même Fred qui a fait le lettrage, quand des fois il dit mais là t'étais à l'imparfait et tu passes je dis n'importe quoi conditionnel. Je fais mec, il faut que ça soit français, donc je te fais confiance. Tu vois, c'est ton taf, t'es un pro. Moi, je te fais confiance, il y a aucun problème. J'ai pas d'ego en fait sur ça. D'ailleurs, j'ai de moins en moins d'ego sur le bouquin. C'est pour ça quand je dis n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé, même si t'as pas aimé en fait. Ça me dérange pas en fait, tu vois. Je préfère que tu trouves que je suis un mec cool qui fait des trucs qui peuvent être perfectibles plutôt que tu trouves que je suis un gros con qui fait un truc super mais vraiment t'es un personnage peu recommandable, tu vois. Même si je pense qu'il y a moyen de faire les deux, mais dans un cas comme dans l'autre, mais ouais, je pense que c'est plus important. Et ouais, Dérive, j'ai eu quand même peut-être plus de soucis du spectateur parce qu'en plus je me dis vers quoi je l'amène là, je parle beaucoup de moi et tout. J'ai fait très attention à ce que ça soit digeste. Pour te dire, j'ai dû jeter 50 pages de storyboard et une dizaine de pages finalisées. Mais que tu construis pourtant en même temps que tu fais la BD, parce que tu disais que tu t'écrivais plus de scénar au préalable et que tu scénarisais en storyboard. En storyboard, moi, mais il y a des moments, tu fais là je suis bloqué, je reprends la scène d'après. Puis tu vois sur le Péplum qui est en cours, qui est un peu mon projet actuel, que je reprends là. À un moment, il y avait 54 pages, donc qui seront les 54 pages de l'acte 1, et j'avais tout le début, tout le milieu, tout est nickel, toute la fin. Mais page 40, il me manquait 2 pages pour faire la jonction. Et j'y arrivais pas du tout, quoi. Et à l'époque, j'étais dans l'atelier de Bastien et de William. Je leur ai demandé, Bastien m'a dit, tu pourrais faire ça. Il m'a fait 3 dessins, ça a débloqué le truc. Moi, j'étais bloqué. Et j'étais bloqué assez rapidement. Et donc, des fois, t'as ta fin, t'as ton milieu, t'as ton début, mais à un moment, page 112, il y a un blanc. Et ça peut être trop loin, ça peut durer 3 mois. Donc, t'avances sur tout le reste. À un moment, tu fais, mais comment je retombe sur mes pattes? Là, j'ai eu du bol en Possession, il y a eu un truc entre l'Égypte et tout, j'ai fait, mais mortel, en fait, ça retombe trop bien sur j'ai eu de la chance, quoi. Mais un peu comme Captain Death, j'ai eu de la chance. Tu sais, j'ai eu une bonne idée. Et quelque part, des fois, ton boulot, c'est d'avoir des idées. Bonnes ou mauvaises, ton boulot, c'est d'avoir des idées par jour.
parce que t'en as 9 bonnes, une tous les 3 mois, tu vois, et puis sur laquelle tu t'attardes. Et puis mais le fait que ça fasse 400 pages, est-ce que c'est parce qu'au final de la conception, t'as des idées justement qui se rajoutent, des séquences que tu dis ah putain je pourrais les mettre, ou parce que à un moment tu te laisses surprendre et tu dis bah en fait ouais, je me laisse surprendre, l'intrigue va aller dans une direction à laquelle je m'attendais pas. Ouais, il y avait des scènes de rêve et à un moment je me disais putain en fait il faut quand même que ce soit récurrent dans la BD. Et à un moment, il y a une scène de rêve avec une mort, et je me dis, en fait, je vois une vieille illustration des années 70 sur un compte Instagram, genre Pulp Vintage, SF, je sais pas quoi, tu vois. Et je vois un truc, je fais, il est trop bien ce dessin, je peux pas ne pas le reprendre. Mais du coup, bah, je l'intègre c'est comme un dessin dans lequel j'adapte mes persos, et en fait, je fais, bah, les cases avant, les cases après, ça fait 4 pages de rêve, quoi. Tu vois. Donc et puis je me dis c'est parfait, ça me fait la jonction sur ça, mais du coup je peux faire ça. Donc en fait t'as des petits états de grâce et puis il y a des moments t'es un peu bloqué. D'accord. Est-ce que tu offres une rédemption à tes personnages de Bikini Wars en les remettant là-dedans? Je règle un peu des comptes. Tu règles des comptes. Ouais, en fait il y a un truc du renouveau dans cette BD, pas grand monde qui aura lu Bikini War. Mais de toute façon c'est plus trouvable. Est-ce que ça l'est, ou est-ce que ça l'est, est-ce que ça, il y a une histoire, en fait, sur Bikini War, c'est que les gens me disent machin, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux le trouver, je crois, à 20-30 balles d'occasion. Ok. C'est ce que ça coûtait neuf. Et en fait, là, j'ai fait un truc où j'ai fait un lien sur lulu.com. Sauf si vraiment, Glénat ou un super éditeur me dit, mec, on réédite Bikini War, une version un peu, augmentée au retravaillée, ou un peu retravaillée, tu vois, peut-être, ouais, on corrige un peu les fautes, il y a peut-être moyen d'en faire un truc un peu plus digeste. Les faire apparaître à la fin, c'était aussi un truc de clôturer un truc, tu vois. Toutes ces années où j'étais un peu je dois beaucoup à Bastien, mais j'étais un peu un défaire-valoir, j'étais dans l'atelier, entouré de gens qui vendaient beaucoup, moi j'étais pas trop pris au sérieux. Bon, il y a une époque qui révolue, là, tu vois, j'ai eu mon adolescence, en fait, quand j'avais 12-13 ans, c'est comme si j'avais eu 25 ans, mais ça a duré jusqu'à mes 40 ans. Après, il y a l'histoire de mon père et tout. Là, je vais bientôt en avoir 50. J'essaie de boucler les choses. Et en fait, Bikini War, c'était aussi pour montrer c'était un clin d'œil. C'est un clin d'œil. Et puis, il y avait des idées qui étaient Bikini War 2, en fait, qui s'est jamais fait. Et je voulais, je me dis, putain, c'est quand même une bonne idée, ça. Je peux pas dire parce que ça a spoilé, mais les gens qui liront, en fait, tout le côté mystique avec la personnalité ésotérique qui est évoqué à un moment, et vraiment c'est le moment, ce truc-là a été le nœud de Bikini War 2. Et moi à la base, l'histoire sur Turin, il y avait une histoire d'épée sacrée, rien à voir. En fait je me suis dit l'épée sacrée ça marche pas, alors que cette histoire de 1-1-1 c'était cool. Donc j'ai pris ce qui me plaisait. Puis tu sais, t'as par exemple le péplum là sur lequel je travaille, ça fait 20 ans que j'ai envie de faire un péplum, même plus. J'ai toujours trouvé ça dément, quoi, tu vois. Je trouvais ça hyper sexy, les meufs avec leurs spartiates, les toges, les trucs, et puis les guerriers, les glaives un peu bourrins comme ça. Et en même temps, c'est daté, c'est un peu indigeste, le péplum, c'est forcément kitsch et tout. Et moi, j'en fais un truc pas du tout kitsch. Moi, je suis hyper premier degré dans ce que je fais. J'aime pas du tout ce qui est ricanant, en fait, quoi, tu vois. Ou le truc de posture. Donc, ouais, c'est une bonne question. Bikini War, je les aime beaucoup. En plus, les héroïnes de Bikini War, je leur dois beaucoup, mais tu sais, c'est comme une ex avec qui tu fais. Faut laisser filer. À un moment, tu sais, c'est jamais fini, sauf le jour où tu fais. D'ailleurs, je faisais Bikini War à une époque où j'étais avec une fille où à chaque fois, elle me quittait, elle revenait, je la quittais, je revenais et tout. En fait, on a passé 5 ans ensemble, mais en fait, il y a eu 2 ans et demi de relation. Et à un moment, tu fais, tu sais quoi. Peut-être c'est pas le bon truc. Reprenons en fait, sûrement t'es une super personne et je pense que je peux être une super personne, mais ensemble on n'arrivera plus à rien. On a loupé les codes, je sais pas les raisons d'ailleurs, mais beaucoup d'histoires c'est comme ça. Et c'est vrai qu'il faut faire un peu le deuil des trucs. C'est beaucoup un bouquin de deuil en fait, ça, pas que sur ça, de toute façon, sur beaucoup de choses, de pas mal de choses. Ouais, c'est pas. Et puis aussi d'embrasser le fait que la notion de deuil, elle est pas, elle est aussi positive aussi, tu vois, c'est pas. Tu sais, c'est le roi est mort, vive le roi. C'est, tu vois, tu me parlais de ta maman, moi, mon père, tant que je suis là, il est immortel. Hein. Il est là, quoi, tu vois. Ah ouais. Qu'il soit là ou pas, il est là. Tu parlais de Talmont Bagé juste avant. C'était quoi, au-delà de ça, le plus dur dans cette BD, parce que c'est quand même une épreuve de. J'ai beaucoup pas travaillé. de marathon, mais c'est un peu de en fait, j'ai eu quand beaucoup de choses à gérer. Je me suis pas trop ménagé.
J'ai déjà dit un peu en interview, mais c'est vrai que j'ai travaillé à un moment, j'ai fait genre 50 pages clinées au dessin en 6 mois. D'accord. C'était validé par Glénat et je me suis dit, attends, là, mec, 6 mois pour faire 50 pages, j'en ai pour 4 ans, hors de question. J'ai déjà fait ça sur Bikini War. Pas seulement que t'as envie, tu peux pas bâcler, mais en fait, si tu vas pas à un certain rythme, tu perds de l'enthousiasme. C'est même au détriment du projet. C'est pour ça que réfléchis sur quoi tu t'embarques. Est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie de faire? Ou est-ce que dans 3 mois, t'en as marre, tu vois? Donc, moi, j'ai plein d'idées. Ok, mais d'accord, je privilégie quoi? J'en ai plein. J'ai un projet de KPDP, j'ai des idées de science-fiction, j'ai des pitchs pour la suite de Captain Death, j'ai plein de choses à proposer aux éditeurs. D'accord, on s'embarque sur quoi? Et combien de temps ça va te prendre? Et combien de temps ça va prendre? Et moi, donc, je te dis, je travaille pour faire vivre ma famille, je vends un appartement pire moment possible, on trouve un autre appartement, on déménage, on met un peu toutes nos billes, on n'a plus de thunes, waouh, la vie, quoi, tu vois. Et à un moment, je me dis, non, mais je peux pas en plus passer 4 ans sur ça. Donc, je me dis, ok, là, j'en parle à ma femme, et d'ailleurs, ce que je dis c'est pour ça que je remercie beaucoup de monde, c'est, à un moment, tes sacrifices, c'est aussi des sacrifices, c'est les sacrifices de ta famille. Tu décides que c'est aussi leur sacrifice. Et donc, moi, j'essaie de passer le maximum de temps avec mon fils, mais c'est quand même ma femme qui en passe plus. Moi, je le couche, tu vois, je fais des trucs. Mais à un moment, ma vie, 7 jours sur 7, c'était, je me réveille vers 4-5 heures, parce que je suis insomniaque. Et puis, je bosse jusqu'à 7, 8, 9 heures. Est-ce que je vais en cours à l'atelier de sèvres après, ou est-ce que je reste à la maison? Dans ce cas-là, petit déj avec mon fils. Je l'amène à la crèche, même si quand même 9 fois sur 10, pour pas dire 49 fois sur 50, sur tout ce temps-là, c'est ma femme qui l'amène à la crèche. Derrière, je rebosse, soit à l'école, soit sur du taf alimentaire d'illustration, soit sur la BD. La journée se passe plein pot. Fin de journée, le petit revient, je lui donne le bain, dîner ensemble, je le couche, et après, je fais ma douce et tendre. Écoute, là, je repars. Les 8 heures, on mate pas de film ensemble. Normalement, on se matait un film tranquille, posé, je bossais en dilettante et tout. Là, non, là, à 8 heures, je me mets à bosser. Elle va se coucher vers 10 heures, et moi, je peux taffer jusqu'à minuit, 2 heures du mat. 7 jours sur 7. Tu vois? Les seuls soirs où je fais pas ça, c'est que je m'entraîne au sport de combat. Et en fait, d'être dans cette position hyper mauvaise et tout, moi qui ai jamais eu de problème de dos, je fais plus assez de sport, j'ai pas assez de muscles, je me crée une lombalgie. Le fait de bosser de façon tendue aussi, avec des problèmes financiers, la vie, hein, les problèmes de tout à chacun, mais peut-être que tu charges un peu trop la mule. La mule, ouais. Et donc, je me déclenche une lombalgie, et ça fait bientôt 1 an que je me la traîne. Donc, j'ai passé 4 mois, genre, avec une double hernie, un cauchemar, mec. Le dernier mois de couleur, je l'ai fait avec, à la limite, fallait que je sois allongé ou debout, mais assister l'enfer, j'avais peu d'autonomie. Mais bonne leçon aussi, tu vois, petite leçon d'humilité, quoi. Est-ce que ça va aussi ce que tu l'as dit un petit peu avant, mais à envisager le fait que pour ta prochaine ou tes prochains projets, tu te diras, je m'embarque pas sur un truc aussi épais. Tu sais, les projets, en fait, malheureusement, ils ont leur propre vie et décident un peu pour toi. Tu parlais du deuil de ta maman. Si demain tu décides de faire un bouquin, ce qu'il faut, c'est que le bouquin soit bien, qu'il fasse 80 pages ou 8000, en fait. Tu vois? Qu'il soit publié ou pas, en fait. Moi, j'ai écrit un bouquin sur mon père qui, à l'heure actuelle, n'est pas publié, tu vois. J'ai 500 pages, corps 12, tu vois, ces 4 dernières années, pardon, qui raconte aussi bien le procès que la vie de mon père, qui a une vie de ouf, qui a été en tôle aux États-Unis, qui a été champion d'escrime quand il était jeune, qui a eu 1000 vies, quoi, tu vois. Et ma maman aussi, elle a eu une vie de ouf. Après, elle veut pas trop que j'en parle. Mon père m'a pas mis de veto. Ma mère veut pas trop que je parle de sa vie, qui a été quand même autant couleur. Et puis, qui sont des vies de ces générations-là. Après, est-ce que ça serait édité? Aujourd'hui, c'est vrai que quand je propose un projet à un éditeur, je me verrais moins faire de l'underground aujourd'hui. Tu vois? Est-ce que t'es devenu mainstream, Alexis? Bon, en termes de vente, on n'y est pas. On n'y est pas. Maintenant, est-ce que de devenir mainstream, ça sera un gros mot? Non. T'as des très bons trucs mainstream, tu vois. Regarde, nous au début, on attendait beaucoup les adaptations Marvel en film. On a une génération, années 90, même pas 90, 89, des fois dans les news de Mad Movies, il y avait marqué machin achète les droits pour faire les X-Men en film. Et moi, avec le pote justement que j'évoquais
avec qui on était très superstar du catch, je me disais, t'imagines, mec, un film avec les effets spéciaux là qui augmentent, qui sont de mieux en mieux chaque année, tu vois, parce que ta génération l'a pas vu cette évolution. Ah si, je l'ai vu moi quand même. Tu l'as vu bien? Bah ouais. Parce que nous on a vu quand même. Les 80, je suis passé de l'Atari 2600 à la PS3, donc tu vois, j'ai vu à chaque fois. Ça va, moi j'avais la première Game Boy et la oui, donc SNES à la PS4 aussi, donc quand même. Mais par exemple, la génération d'aujourd'hui, ceux qui ont 20 ans là, ils sont pas oui, vus, année 2000. Bah, année 2000, il y avait, c'était quoi? C'était GameCube. Ouais, ils ont peut-être vu une petite. Il y a quand même eu des augmentations. Mais ils ont pas vu le truc de. Mais ceux qui naissent aujourd'hui, tu peux être sûr qu'ils capteront pas, quoi, c'est sûr. Par exemple, tu vois, les films avec les effets spéciaux entre 84 et 89, on est passé en hyperespace et t'arrives en 92, 93, waouh. Même si moi j'aimais pas Jurassic Park, j'aimais trop les effets spéciaux dans Jurassic Park, tu vois. Et donc je sais plus. Donc ouais, le mainstream c'est pas un gros mot. Moi il y a des trucs hyper mainstream que j'adore. Tu vois. Mais c'est vrai que j'ai un côté sur les bouquins. La dernière acquisition ces dernières années que j'ai adoré, c'est un artbook de Shingo Araki fait par son fils après le décès de Shingo Araki, qui est le mec qui designait. Il faisait de l'anima. Je crois qu'il a fait. Il faisait Cara Designer sur Senseiya et il a fait, je crois, animateur sur des vieux Tezuka et tout. En fait, son fils, à la mort de son père, il a pris aussi bien ses premiers dessins d'enfance au dernier dessin à la fin de sa vie, en passant par tous les Cara Design et tout. Et c'est un bouquin à 1000 exemplaires, tu vois. J'ai dû payer ça 300 balles sur le net. Le bouquin, il est ouf. Mais à côté, moi, j'ai adoré le dernier Bastien. J'ai adoré... qu'est-ce que j'ai... c'est quoi? L'année dernière, j'étais au comité d'Angoulême et il y a des bouquins qui m'ont plu à mort. Il y avait Terrible... j'ai oublié son nom. C'est chez Dupuis. Hugo, pas Clément Hugo, comment il s'appelle? Je l'ai plus, je vois la couverture là, avec le grand personnage là. J'ai adoré. Chez Dupuis. J'ai adoré l'édition des nouvelles de Tot chez Delirium, complètement dément. Ouais, bon, les Irene on Crépier. est encore dans C'était mieux avant, tu me diras. Mais dans le moderne, qu'est-ce qui m'a mis une grosse baffe? Il y a des trucs quand même qui m'ont mis des grosses claques. Hein. Des trucs d'ailleurs quand je disais ça, il y avait tout en même temps, tu vois, je terminais Possession, j'étais au comité, donc on a reçu 800 BD en un an, qu'il faut quand même regarder, éplucher, en discuter, aller à des réunions. Ouais, c'était un peu le burn-out cette année, je pense que c'est pour ça que c'était une BD dure. Et mais dans le mainstream, je trouve qu'il y a des trucs vraiment mortels. C'est pas mainstream, mais Taiyo Matsumoto, Tokyo ces jours-ci, je trouve ça complètement dément. Tu vois, c'est vraiment, ça m'émeut aux larmes. Ouais, je sais pas. Non, il y a des trucs mainstream que j'aime bien. Je suis pas que un connard snob. Je pense qu'il y a quand même 2-3 trucs que j'aime bien. Très bien. Et juste, alors, tu as parlé un peu du peplum. On va dire que si on veut juste ouvrir, donc la possession va de sortir. Et donc, actuellement, tu travailles sur un nouveau projet. Ouais, il se passe plein de trucs. C'est un peu tôt pour en parler, mais il se passe plein de trucs. J'ai une collaboration en cours avec Grégory Panaccione. Je reprends le scénario d'un projet avec Boris Guillotto, qui est un projet qui nous tenait à cœur depuis une dizaine d'années. Et mon gros projet, là, dès que je vais pouvoir vraiment y passer du temps, donc dans les semaines qui viennent, c'est ce péplum qui a eu qui à mon avis est un peu ovni aussi, qui est fait en couleur directe, donc encre de Chine. Oui, en traditionnel là, parce que là t'étais en numérique ces dernières années, mais là tu te repasses en traditionnel. Ouais, et puis il y a ce truc où t'as envie de montrer un peu que t'es un vrai auteur et où l'exercice du traditionnel est assez dément. Et puis aussi, c'est super de travailler sur un iPad entre Paris, Milan, New York pour faire Captain Death. C'est super de travailler sur ton iPad en faisant Possession et en faisant de lombalgie. Mais l'aquarelle, les œuvres, tu vois, physiques qui existent, c'est vraiment un truc qui moi me tiennent à cœur et qui sont importantes. Après, je vais quand même bosser le storyboard, je pense, un peu sur l'iPad pour essayer de gagner un peu du temps. Mais après, ouais, gros retour au tradi, quoi. Ouais, gros retour au tradi, beaucoup de scénarios et de storyboard pour d'autres aussi. C'est marrant parce que il y a 10 ans, j'en rêvais. Ça me rappelle un truc, c'est que quand je faisais des arts martiaux, à un moment, je passais ma ceinture noire et pour plein de raisons techniques, je la ratais. J'ai eu la 4e fois. Et à chaque fois, je me disais, ouais, putain, mais je la mérite et on me la file pas. Et quand je l'ai eu, je me disais, elle vaut quoi ma ceinture noire à côté des mecs qui l'ont depuis 20 ans, mes potes là, qui étaient, eux, ça change rien en fait, tu vois. Et en fait, là, j'ai un peu ce truc-là maintenant où il y a 10 ans, je me disais, ah, putain, on fait pas appel à moi alors je suis un auteur, j'ai des trucs à raconter. Et là, ça me fait limite bizarre quand on vient me chercher
pour des trucs, tu vois, ou même des gens qui me proposent peut-être de la couleur. Alors je trouve que je suis mauvais en couleur, j'essaie juste de trouver des solutions narratives, et que le peu où je m'en tire en couleur, c'est beaucoup grâce à Hubert, parce que j'avais été son assistant à un moment où j'avais pas de thune, et il avait eu la gentillesse et la générosité de m'offrir du travail, et j'ai fait assistant sur 2-3 de ses projets. Donc voilà. Donc l'avenir, pas mal de projets de BD, continuer de la rééducation pour mon dos, reprendre le sport, profiter un peu des vacances et de l'été qui nous ouvre les bras, faire la promo de Possession, en espérant que voilà. This is what we are doing. Et voilà. Et puis j'attends de voir un peu vers où m'amènent les projets. J'ai beaucoup de projets en gestation, tu vois. J'ai une dizaine de projets en gestation, même un truc sur ma famille. Mais est-ce que ça intéressera les gens? Est-ce que j'y arriverai, tu vois? Les choses se font, en fait, tu vois. Faut juste laisser un peu le temps. Tu vois clair, si ça se fait, ça se fait. Si ça se fait pas, ça se fait pas. En tout cas, j'espère qu'il aura un bon accueil, et surtout parce que j'ai quand même conscience que quand tu fais 400 pages, tu demandes 29 € aux gens, tu vois. Et encore, Glénat a accepté de baisser le prix, de faire moins de bénéfices. Et putain, tu demandes 29 € aux gens. Est-ce que, tu vois, moi, j'aimerais que ça coûte 20 balles, en fait. Mais le papier, voilà, il faut payer les gens et tout. Et j'espère que les gens qui mettront 29 € là-dedans, ils passeront un bon moment et qui kifferont, en fait, surtout, quoi. Ça marche. Bah, de toute façon, vous pouvez découvrir Possession en librairie. Il y a un lien dans la description de ce podcast si vous voulez le prendre en ligne chez nos partenaires. Et sinon, bah, déplacez-vous, tout simplement. Surtout qu'en plus, il fait beau maintenant, donc vous pouvez lire dans un parc dehors et tout. C'est cool, quoi, d'avoir une bonne BD, d'être sur un banc comme ça. Moi, je Carrément. c'est quand même un certain plaisir. Et puis, Alexis, je pense qu'on te reverra dans ce podcast pour l'un ou l'autre de tes futurs projets. En attendant, si vous avez aimé ce podcast et que vous souhaitez le soutenir, vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux, en parler autour de vous. Recommandez-le peut-être à votre libraire aussi, à tous les gens qui sont dans la bande dessinée, qui en sont passionnés. Et s'il vous reste peut-être 1 € après être passé en librairie, bah, n'hésitez pas à nous soutenir sur notre Tipeee. Merci en tout cas de nous avoir écoutés. On se dit à la prochaine pour le prochain podcast. Alexis, je te dis à bientôt. À bientôt, merci.